Messieurs, mes chers collègues, on va pouvoir commencer donc cette audition. Messieurs, je vais être un petit peu malicieuse en ce début d'audition. Le monde scientifique est vraiment représenté par une belle délégation d'hommes. Je pensais avoir une femme, mais bienvenue à l'Assemblée. Donc vous êtes nombreux au-delà même de notre commission à être interrogés et à vous interroger vous-même sur la maladie de Lyme. Le bureau de la commission a donc souhaité améliorer notre information et guider notre réflexion sur les enjeux de cette pathologie, particulièrement sur son caractère chronique qui fait l'objet de débats, et ils sont nombreux. Au-delà, nous nous efforçons bien sûr aussi d'éclairer nos concitoyens sur cette question majeure. Je remercie donc Stéphane Viry et Janine Dubier qui se sont vus confier la mission de préparer un cycle complet d'auditions. Ils ont proposé d'organiser nos travaux sous la forme de 3 tables rondes successives. La première sur l'état des connaissances scientifiques, la deuxième intitulée « Les patients et le caractère chronique de la maladie de Lyme », la troisième sur la prise en charge des patients par le système de santé. Nous commençons donc ce matin ces auditions qui auraient dû se conclure cet après-midi, mais l'examen en séance publique de la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée nous a contraints de reporter la dernière série d'auditions à mercredi prochain, 15h. Messieurs, nous vous sommes reconnaissants d'avoir répondu donc à l'invitation de la Commission. Avant de vous passer la parole, je pense que les rapporteurs souhaiteront dire quelques mots et je passe la parole tout de suite à mon collègue, Monsieur Viry. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Mes chers collègues, nous sommes très heureux de pouvoir organiser aujourd'hui ces auditions trop longtemps repoussées sur un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, mais aussi d'inquiétude au sein de la représentation nationale et parmi nos concitoyens. La maladie de Lyme, nous en entendons parler de plus en plus fréquemment dans nos circonscriptions ou dans la documentation que nous pouvons recevoir. Et il semble, scientifiquement, que nous la connaissions de mieux en mieux. Et pourtant, un flou demeure autour de cette pathologie, qu'il s'agisse de sa prévalence, de ses mécanismes de transmission et d'action pathogène, de ses manifestations cliniques, des méthodes de dépistage et enfin de la stratégie thérapeutique à adapter. De quoi parlons-nous exactement? Comme vous le savez, la maladie de Lyme est une infection due à une bactérie en forme de spirale, la Borrelia, qui est transmise par l'homme par des tiques infectés lors d'une morsure. Dans le cadre des tables rondes que nous avons souhaité mener, que nous conduisons à partir d'aujourd'hui, nous avons choisi de concentrer le débat sur une question en particulier, qui est celle de la chronicité éventuelle de cette maladie. D'après les recherches que j'ai pu faire, une maladie chronique est, selon le ministère de la Santé, je cite, « une maladie de longue durée, évolutive, avec un retentissement sur la vie quotidienne qui peut générer des incapacités, voire des complications graves ». En France, la reconnaissance de la chronicité d'une maladie, associée à un certain niveau de gravité, justifie une prise en charge particulière par le système de sécurité sociale via le mécanisme des affections de longue durée. Il y a une conséquence en termes de prise en charge majeure sur la reconnaissance ou pas. Pourquoi, mes chers collègues, débattons-nous aujourd'hui de la chronicité de la maladie de Lyme? Parce que, faut-il le reconnaître et le dire, c'est un sujet controversé, y compris parmi la communauté scientifique. Nos invités, je vous remercie de votre présence ce matin, incarnent une diversité de points de vue sur cette question et parfois même de divergences. Un fait semble incontestable, me semble-t-il, reconnu par la Haute Autorité de Santé dans sa recommandation de bonnes pratiques publiée en juin 2018. On observe, d'après mes informations, un nombre important de patients potentiellement exposés à une morsure de tique et qui présentent, je cite, des signes cliniques polymorphes persistants, généralement diffus, non expliqués, pouvant être invalidants, dont toutefois on ne sait pas s'ils sont dus à l'existence d'une borréliose de Lyme persistante. Ces patients qui nous sollicitent abondamment
Ces patients sont souvent en situation d'errance thérapeutique, souvent en souffrance. C'est la raison pour laquelle il nous semble aujourd'hui important, voire essentiel, de faire le point sur ce que l'on sait de la chronicité éventuelle de cette maladie, afin de proposer à ces patients une prise en charge adaptée par le système de santé. Avec cette première table ronde qui va nous occuper ce matin, nous allons nous concentrer sur les données de la science. Messieurs, que savons-nous à ce stade de la maladie de Lyme et de son éventuelle chronicité? C'est la question qui vous sera posée. Messieurs les professeurs, messieurs les docteurs, nous vous remercions à nouveau de vous être rendus disponibles ce matin parce que nous avons besoin de votre éclairage et de votre point de vue. Par votre fonction, par vos recherches, par vos prises de position, vous êtes amenés à travailler sur la maladie de Lyme quotidiennement. Je vais donc à présent vous laisser la parole en vous demandant, dans un premier temps, de vous présenter et de préciser dans quel contexte vous êtes conduit à travailler sur la maladie de Lyme. Je vous demanderai également, pour la clarté de nos débats, de distinguer de vos propos ce qui relève de données scientifiques généralement agréées et ce qui relève des enseignements que vous tirerez de votre pratique ou que vous tirez de votre pratique. Je vous demande enfin, pour des raisons d'organisation du temps qui nous est imparti, de contenir votre exposé initial. Je vais vous inviter à vous exprimer initialement, d'une durée de 5 minutes, de vous tenir à ce délai pour que par la suite, les collègues députés ici présents puissent avoir un échange avec vous et que chacun puisse avoir la parole et que nous puissions répondre et que vous puissiez répondre aux questions qui seront les plus nombreuses possibles. Voilà les quelques propos introductifs que je voulais proposer pour bien préciser l'esprit de cette audition ce matin, la finalité de cette table ronde et en quoi vos prises de parole doivent nous apporter des éléments de réflexion. Nous qui sommes, faut-il le dire pour ma part, un profane, j'ai besoin de vous écouter pour recevoir un avis et par la suite, nous verrons ce que les uns et les autres, selon nos convictions, conviendrait-il de faire en termes de transcription législative. Mais ce n'est pas l'objet du jour. Alors, est-ce que, peu importe Pardon, madame. Parce que j'ai justement la liste. Voilà. Merci, monsieur Viry, pour cette présentation. Je souscris bien sûr à ce que vous venez de dire, notamment sur le timing. 5 minutes, vraiment, soyez concis. Et je passe tout de suite la parole au professeur Yves Hansmann. Merci. Merci de nous avoir invités pour être présents à cette commission. Donc, je suis professeur Yves Hansmann, je suis infectiologue au CHU de Strasbourg. Concernant la maladie de Lyme, je pense que mon implication est connue de longue date par rapport à l'expérience qu'on a acquise sur une région qui est fortement endémique pour cette maladie-là. Donc c'est une expérience de terrain et à titre personnel, j'ai participé assez régulièrement à beaucoup de groupes de travaux, en particulier sur l'élaboration de conférences de consensus, de recommandations, groupes de travail à l'HAS sur le texte concernant les maladies vectorielles lactiques. Et à ce titre, je pense que je peux vous transcrire un certain nombre d'expériences sur ce que je connais de cette maladie-là. On est également à Strasbourg adossé au centre de référence des Borrelia, qui a fait l'objet de pas mal de critiques, mais disons qui est un lieu où on fait de la recherche sur Borrelia, à laquelle nous participons de façon assez active. Alors, comme j'ai un temps très limité, je pense que je vous ai donné les éléments et je vais peut-être juste préciser quelque chose qui va peut-être un petit peu vous étonner, mais qui est un positionnement personnel qui revient effectivement sur cette expérience. Vous avez plusieurs fois évoqué la nécessité d'avoir des connaissances scientifiques. J'ai acquis une certaine conviction que nous ne sommes plus devant un débat vraiment scientifique. Ici, on est plus dans un débat sociologique et je pense que votre rôle est évidemment tout à fait précieux dans ce domaine-là. Parce que sur le plan scientifique, quand on se réfère à la méthode scientifique, et c'est une notion qui est assez difficile, je vous ai préparé également un certain nombre de références qui permettent d'appuyer un petit peu ce que j'ai dit. Je savais que le temps était limité, donc si vous voulez, je peux vous laisser ces références qui font état de justement ce qu'est la science, ce qu'est la méthode scientifique,
ce qu'est la zététique, qu'on appelle également l'art du doute. Et je pense que c'est un élément très important, parce que quand on veut justement préciser les choses sur le plan scientifique, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas toujours acquises et que le fait de remettre en question est un des points fondamentaux dans notre raisonnement scientifique. Et ce point me paraît absolument important, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des points d'interrogation qui persistent, mais il y a également des éléments sur lesquels on peut répondre de façon assez précise. Donc, ces éléments-là, je pense que je voulais juste vous les apporter. Alors, je pense qu'on aura l'occasion de répondre aux différentes questions que j'ai vues dans le texte que vous nous avez fait parvenir. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Et pour finir, je voulais juste exprimer un petit peu devant ces débats, ces controverses. Donc, je remercie de ce que vous avez de votre présentation, qui est effectivement assez précise et qui positionne bien la problématique. Je voulais également exprimer à titre personnel une certaine inquiétude, parce que c'est le mot que vous avez utilisé très rapidement, même si notre inquiétude n'est peut-être pas du même ressort, inquiétude par rapport aux effets finalement de cette controverse et de cette polémique, en particulier sur les patients, parce que je pense que le patient, et ça nous sommes d'accord, vous l'avez exprimé, est au cœur de notre sujet. Et dans mon expérience, on voit une 50aine de personnes par mois tous les ans pour la maladie de Lyme. Il est évident que cette controverse a un effet assez néfaste sur la vision des patients. Et ça, je regrette beaucoup et ça nous préoccupe beaucoup. Voilà. Merci. J'ai tenu les 5 minutes. Oh bah, vous avez encore 1 minute 34. Je pense qu'on aura l'occasion de, bon, bah, alors, écoutez, de débattre. Parfait, donc vous avez été plus que parfait. Donc je passe la parole au professeur Christian Perronne. Bonjour, donc tout d'abord, bonjour, messieurs, mesdames les députés, madame la présidente. Vous demandiez quelle est notre motivation pour la maladie de Lyme. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des patients, ou je soigne des patients qui ont la maladie de Lyme chronique. Et je voudrais rendre hommage au professeur Éric Dournon, qui était mon prédécesseur à Garches, qui a créé le premier centre de référence de la maladie de Lyme, d'abord dans l'ancien hôpital Claude Bernard à Bichat, puis à Garches, avant que ça arrive à l'Institut Pasteur, puis à Strasbourg. Donc, dès le début des années 80, avec Éric Dournon, j'ai compris tout un tas de problèmes. À l'époque, il y avait moins de censure dans les grands journaux médicaux. Même des journaux comme le Lancet publiaient que la sérologie qui avait été mise en place par les Américains n'était pas fiable. C'était publié. Il y avait des malades qui avaient des sérologies négatives, qui avaient la bactérie dans leur sang, dans leur corps. Donc, ce n'est pas des choses nouvelles. Ça fait des années et des années qu'on le sait. Il y a une désinformation qui à la base est due à un problème de corruption aux États-Unis. Je pourrais revenir si vous voulez. Et malheureusement aujourd'hui, c'est un véritable drame. Et je dirais qu'il y a une ouverture un petit peu au niveau officiel avec, c'était à l'époque le cabinet de Marisol Touraine, lancé un grand plan pour y voir plus clair. On était tous enthousiastes, les médecins qui nous occupons de Lyme, les malades, les associations, et on s'aperçoit que ça a accouché d'une souris, qu'il n'y a pas eu de budget pour la recherche, et aujourd'hui c'est un drame total, surtout avec la crise, le confinement, avec le Covid. Je reçois des centaines de mails de désespoir tous les jours, des gens qui ont leur enfant qui est paraplégique, en fauteuil roulant, on est allé dans les centres de référence, on s'est fait jeter, on a dit que c'était un problème psychiatrique, que les parents étaient maltraitants, des horreurs sur le plan médical. Et là, il y a une grande dérive dans la médecine, parce qu'on s'aperçoit on forme les jeunes comme ça, c'est terrible pour moi, ça me remue les tripes, qu'on forme nos étudiants en disant tout ce qui n'est pas publié dans le New England Journal of Medicine ou le Lancet n'existe pas. Et ça, c'est un grand scandale. Je l'ai dénoncé dans mon livre sur la maladie de Lyme il y a plusieurs années. On m'a dit, mais vous dites n'importe quoi, c'est des grands journaux médicaux, vous êtes complotistes. On voit que ce que ça a donné avec la Covid récemment, où le Lancet et le New England Journal ont publié des articles frauduleux. Les rédacteurs en chef de ces journaux ont reconnu, quelquefois, ils publient des articles qui n'étaient pas corrects, qui étaient trafiqués. Et moi, quand j'ai écrit ça dans mon livre sur les articles du New England Journal, etc., sur la maladie de Lyme il y a plusieurs années, on m'a dit que j'ai raconté n'importe quoi. Donc la médecine, ce n'est pas le New England Journal of Medicine. Quand les articles ne sont pas bien faits, ce n'est pas le Lancet, c'est la pratique médicale. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est le désespoir des malades. Je reçois des lettres de désespoir tous les jours, parce qu'avec la Covid, les malades n'ont plus accès à leurs médecins facilement. Le Conseil de l'ordre des médecins
Et puis la caisse d'assurance maladie sont en train de faire une chasse aux sorcières contre les quelques centaines de médecins généralistes qui soignent le Lyme. C'est pas, on est avec Raouf Gauzier et quelques autres, on est très peu de médecins hospitaliers à soigner le Lyme. C'est des médecins généralistes qui font le travail. Il y a eu la création des centres de référence. C'était une insulte à la démocratie sanitaire. Normalement, les centres de référence devaient être créés, c'est écrit dans le texte de l'Haute Autorité de Santé, avec l'avis des associations de malades, qui devaient même participer au pilotage des centres de référence. Les associations de malades, on leur a dit, vous n'existez pas, allez en psychiatrie. C'est un énorme scandale. J'ai connu le début du sida, du VIH, à l'Agence nationale de recherche sur le sida. Les malades, dès le début, ont été au cœur de l'action. Moi, j'étais investigateur principal de beaucoup d'essais dans le VIH. Tout essai qui était accepté à la NRS devait être validé par les associations de malades. Voilà, donc il y a une discordance terrible. Les malades sont en souffrance grave, ils appellent au secours. Et je peux vous dire que l'expérience des centres de référence est catastrophique. Ils se font jeter comme des malpropres. On les envoie en psychiatrie, on leur dit que le Lyme n'existe pas. Votre sérologie est négative, dégagée. Alors que le fait que la sérologie soit négative, dans beaucoup de cas, c'est largement publié. La maladie de Lyme chronique, il ne devrait même plus y avoir un seul débat scientifique. C'est prouvé. J'ai des dizaines de publications qui prouvent que la bactérie persiste, malgré même 3 semaines ou 1 mois de traitement antibiotique, voire plus. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, faut revenir à la médecine et il faut financer de la recherche. Parce qu'on accuse les médecins généralistes, je vous signale qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont attaqués aujourd'hui. Les centres de référence ne soignent pas les malades et en plus dénoncent les médecins généralistes. Il n'y a jamais autant de dénonciations qu'aujourd'hui. C'est une catastrophe. Les médecins ont peur, donc ils ne prennent plus en charge les malades. C'est un désespoir total des malades aujourd'hui. Il y a des gens qui sont paraplégiques, qui se suicident. Il faut le voir pour le croire sur le terrain. Voilà, donc moi j'arrêterai peut-être là, mais je dis que là il y a un grave problème. Il faut qu'on évalue. D'abord, il faut redonner la liberté de prescription aux médecins. Le Conseil de l'ordre n'est pas là. On l'a vu avec la Covid pour interdire l'hydroxychloroquine sur des arguments fallacieux. C'est pareil pour le Lyme. Redonner la liberté de prescription aux médecins, arrêter les persécutions qui sont scandaleuses et évaluer, parce qu'on dit les médecins font n'importe quoi, donner de l'argent pour l'évaluer. Moi, je suis le premier à dire, les médecins généralistes font un boulot fantastique, ils guérissent ou ils améliorent 80% de leurs malades. On leur dit que ce n'est pas vrai, évaluons-le, mais donnons des moyens, des techniciens d'études cliniques, financer des méthodologies, des bases de données pour le montrer. Et après, on verra la réalité de la situation. Merci. Vraiment, vous êtes concis, hein, messieurs. Je dois vous féliciter. La parole est donc au professeur Pierre Tatevin. Madame la Présidente. D'abord, je voulais vous remercier de nous avoir invités à nous exprimer ici. Donc, je représente la Société de pathologie infectieuse de langue française. Je pense que c'est à ce titre que j'ai été invité, qui est une organisation à but non lucratif qui existe depuis un peu plus de 35 ans et dont l'objet principal est d'essayer de contribuer à une meilleure prise en charge des maladies infectieuses. On regroupe à peu près un peu plus de 700 professionnels de santé, essentiellement des infectiologues, mais on a aussi des microbiologistes, des réanimateurs, des internistes, des généralistes, etc. Donc pour revenir sur les raisons pour lesquelles je suis ici, j'ai aussi été, à la demande du directeur général de la santé, coordonnateur de l'avis des sociétés savantes, donc a été publié en 2019, où on avait contacté toutes les disciplines qui sont potentiellement impliquées dans la prise en charge de la maladie de Lyme. Donc il y avait notamment les généralistes, qui sont premiers signataires du texte final, mais il y avait aussi les rhumatologues, les neurologues, les pédiatres, etc. Donc on était un peu plus de 20 sociétés savantes qui se sont penchées sur les données scientifiques dont on disposait pour essayer d'aboutir à un texte qui permette de prendre en charge le mieux possible les patients. Parce qu'effectivement, je pense que c'est important, Yves Hansmann l'a dit, mais le principal, plus que de mettre une étiquette sur les symptômes des patients, c'est d'essayer de leur proposer quelque chose qui leur rend service, qui fait qu'ils vont mieux. Et cette
question, la question principale d'aujourd'hui, est-ce que la maladie de Lyme chronique existe? Je pense que vraiment ce qui est le plus important derrière, les symptômes chroniques existent, les patients qui ont des symptômes pendant longtemps existent, mais la question principale, c'est comment faire pour leur rendre service le mieux possible. Alors, du point de vue scientifique, on peut dire que si on ne traite pas la maladie de Lyme, il y a des formes chroniques qui sont très bien décrites, avec la bactérie qui persiste, qui se multiplie et qui donne, il y a des formes cutanées, neurologiques tardives. Par contre, il y a eu pas mal d'études qui ont été effectuées, des études comparatives, chez des patients qui ont reçu un bon traitement pour la maladie de Lyme, le traitement qui est recommandé, qui peut aller jusqu'à 1 mois d'antibiotiques. Et chez ces patients-là, des études faites aux États-Unis, des études faites en Europe, de très bonne qualité, où ils ont essayé différentes pistes qui consistent en fait à poursuivre des traitements antibiotiques pour essayer finalement d'achever la bactérie si elle était encore présente, avec différents cocktails d'antibiotiques qui marchent sur différentes formes de la bactérie. Toutes ces études-là ont montré que finalement on ne fait pas mieux qu'avec le placebo. Quand on reprend 3 mois d'un cocktail d'antibiotiques chez ces patients qui ont des symptômes chroniques. Donc ça suggère que pour mieux rendre service à ces patients, ce n'est pas en essayant de cibler une persistance de la bactérie sous une forme chronique avec des cocktails d'antibiotiques pendant longtemps qu'on va réussir à améliorer leur état de santé finalement. Ce ne sera pas mieux que si on ne leur donne rien. Et par contre, il y a beaucoup d'effets indésirables, bien sûr. Vous savez, toute la problématique de la résistance aux antibiotiques ou de la tolérance. Donc les centres de référence, puisque c'est important d'en dire un mot, il y a eu un appel d'offres qui expliquait bien ce qui était attendu des centres de référence, aussi bien en termes de missions de prise en charge des patients, de missions de recours pour les cas complexes, mais aussi des missions de recherche, et puis des missions de formation et de communication au grand public. Les 5 centres de référence qui ont été créés en France se sont mis au travail, malgré le calendrier un peu compliqué, parce qu'on a eu le feu vert pour démarrer au mois de novembre 2019, donc le temps d'organiser les équipes, c'était la crise de la Covid, et tout n'a pas pu être fait. Mais dans ce qu'on a pu faire, donc la prise en charge de ces patients qui présentent des symptômes chroniques qui pensent pouvoir être liés à une maladie de Lyme, le premier bilan est plutôt assez positif. On a échangé avec les 4 autres en prévision de cette réunion aujourd'hui. Et contrairement à ce que dit Christian Perron, qui c'est vrai un peu probablement amer de ne pas avoir été retenu, que sa candidature n'ait pas été retenue, on a des consultations qui se sont mises en place. Je n'ai jamais entendu parler de gens qui étaient refusés parce qu'ils avaient une sérologie négative. Et les différents centres ont mis en place des fiches de satisfaction pour que les patients qui passent puissent exprimer à la fois ce qui s'est bien passé, en quoi ils ont été heureux d'être reçus et écoutés et examinés, et puis qu'on leur propose des solutions. Et également des critiques qu'ils pouvaient faire sur la façon de les recevoir. Donc je pense que ces centres de référence sont vraiment un grand progrès. Ils ont développé des interventions qui sont assez innovantes, comme par exemple il y a des centres qui ont des spécialistes en médecine du sport avec eux qui aident les patients à essayer de récupérer un peu, de se reconditionner à l'effort. On a bien sûr beaucoup de soutien de la part des autres disciplines, rhumatologues, neurologues qui font partie de ces centres de référence. Et je crois que c'est vraiment la bonne réponse à tout ça, c'est d'essayer d'écouter les patients qui ont des symptômes chroniques et d'essayer de leur trouver une solution. Au-delà même de leur redonner des cures d'antibiotiques pendant des années qui finalement, dans des études bien conduites, ont montré que ça ne fonctionnait pas. Donc pour conclure, il y a des symptômes chroniques, il y a des patients qui souffrent, il faut les prendre, il faut les accueillir, il faut les écouter. Mais le fait de renouveler, comme c'est fait dans certains centres, des cures d'antibiotiques prolongées avec des cocktails, ne leur rend pas service. Donc, je ne sais pas ce que conclura votre groupe, mais c'est important que si vous retenez la forme chronique, que ce ne soit pas associé à des cocktails d'antibiotiques pendant des années qui font beaucoup plus de mal aux patients que de bien. Voilà. Et puis peut-être un tout dernier point, si je peux me permettre, c'est un débat important. Vous avez dépassé, vous. Désolé. C'est un débat important parce que le fait de commencer à proposer des traitements qui n'ont pas été validés par des études se voit dans d'autres maladies comme la Covid et ça risque de se voir dans plein d'autres choses et c'est une forte régression par rapport au progrès de la médecine des 30 dernières années. Bien, merci bien professeur. Je vais passer la parole au docteur Gozzi. Gozzi. Bonjour, donc moi je suis le docteur Raouf Gozzi, je suis en fait interniste de formation et j'ai été ancien chef de clinique en maladies infectieuses aussi. Et je vais plutôt, on va dire, aller sur du pragmatique en parlant de 2 dossiers. Alors en l'occurrence, c'est une patiente qui a aujourd'hui 42 ans, mais qui depuis 2000
en l'an 2000, avait fait un tableau de primo-infection tuberculeuse qui a été traité pendant 6 mois. Et dans les suites de cet épisode infectieux, alors qu'elle allait très bien, elle est même diplômée d'un DEA en biologie, elle a présenté une fatigabilité. Justement, on parlait de déconditionnement à l'effort, c'était tout à fait ce cas, une grosse fatigue. Un tableau également de douleurs qui se sont installées en fait dans un deuxième temps, de troubles cognitifs, et c'est vraiment ça aujourd'hui sa plainte principale. La preuve, c'est que là, en février, sur un centre hospitalier d'une préfecture de la région de Midi-Pyrénées, elle a eu tout un bilan complet avec des anomalies sur les tests neurocognitifs qui ont bien été confirmés par mes confrères neurologues. Donc bien sûr, ils lui ont fait un bilan complet, avec notamment une IRM cérébrale qui retrouvait juste un kyste au niveau temporal à gauche, une ponction lombaire qui était normale, qui a écarté la maladie de Lyme, puisque c'était ce qui était évoqué, tout comme la sérologie au niveau plasmatique. Et cette patiente, en fait, depuis 2017, était prise en charge par un confrère médecin généraliste qui lui a proposé des traitements antibiotiques dans l'hypothèse d'une maladie de Lyme. Ces traitements antibiotiques, certes, ne l'ont pas, en tout cas, l'ont pas aggravé. Elle n'a pas eu d'effet secondaire lié à ces traitements antibiotiques. Elle a eu des améliorations qui étaient partielles, mais qui étaient significatives. Et puis j'ai été amené à la voir à partir de 2019, justement parce que ces troubles neurocognitifs s'aggravaient. Les premiers traitements, enfin, j'avais fait juste une perfusion intraveineuse d'orocéphine, a été très bénéfique. Malheureusement, c'est ce qu'on voit dans la vraie vie, c'est que souvent ces patients, sur du long terme, il y a une persistance peut-être ou une rechute, je ne sais pas comment on peut le définir. Et ce qui est le plus important pour cette patiente, c'est qu'aujourd'hui quand même, il y a une très nette amélioration. Elle nécessite quand même des cures répétées d'antibiotiques. Et bien entendu, comme pour beaucoup de patients, on a parlé de troubles psychosomatiques, alors qu'elle n'a aucune pathologie psychiatrique authentifiée par nos confrères psychiatres. Et le plus important, c'est qu'elle vient de faire une imagerie, en fait, vu que l'IRM cérébrale était peu contributive, elle a fait un PET scan cérébral qui retrouve un hypométabolisme très significatif sur le cortex temporal gauche. Donc il y a manifestement des anomalies, pour lesquelles mes collègues neurologues ont été très clairs avec elle. Ils n'ont pas de diagnostic précis à ce jour. Voilà. Là, l'évolution n'est pas, on va dire, parfaite, mais elle est en très nette amélioration depuis que je la prends en charge, cette patiente. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, c'est un jeune homme qui, en 2015, novembre 2015, 15 ans, présente un tableau d'appendicite. Alors jusque-là, on est sur quelque chose de banal. Il est opéré, sauf qu'au bout de quelques jours, il présente une récidive de douleur abdominale, du sang dans les urines. Ils refont tout un bilan, y compris analyse d'urine et échographie. Pas de choses particulières. Et à partir de là, il commence à avoir un déficit du membre inférieur droit, puis après le membre inférieur gauche. On a une paralysie qui devient ascendante, donc les membres supérieurs sont concernés, et bien entendu, le diagnostic de maladie de Guillain-Barré, syndrome de Guillain-Barré est évoqué, confirmé par la ponction lombaire, puisqu'il y avait effectivement une hyperprotéinurie significative, et perfusion d'immunoglobuline, qui est le traitement de référence, sauf que ça ne marche pas. On lui refait une ponction lombaire qui confirme la même anomalie, on refait une deuxième cure d'immunoglobuline, ça ne marche toujours pas. Il est envoyé en pédiatrie à Toulouse, où on refait une troisième ponction lombaire, et là, toujours la même anomalie, mais pas d'amélioration. Et à partir donc de mars 2016, il consulte un médecin généraliste qui traite la maladie de Lyme, qui lui donne un premier traitement antibiotique, qui a une amorce très discrète d'amélioration. Et moi, je l'ai pris en charge en suivant. Là, les perfusions aussi d'antibiotiques, puisqu'il y avait une atteinte neurologique, ont été très positives, puisqu'il a récupéré au niveau moteur. Et il a eu très peu d'antibiotiques par la suite. La sérologie Lyme a toujours été négative. Par contre, il avait une sérologie Babesia positive qui pouvait témoigner du contact uniquement avec la tique. Et aujourd'hui, on est à plus de 2 ans sans aucun traitement antibiotique. Donc, il n'y a pas forcément besoin de donner des traitements très longtemps. Et il va parfaitement bien. Le seul souci, c'est pour ça que je tenais à parler de ce cas, c'est qu'il a eu quand même plusieurs ponctions lombaires. Et surtout, 1 an après avoir été nettement amélioré d'un point de vue clinique, du fait d'un déni de sa maladie, il a fait une tentative de suicide. Voilà. Heureusement, il s'est raté. Et aujourd'hui, il va très bien et il va être marin, sapeur-pompier à Marseille, à 20 ans. Et voilà. Merci. La parole est au professeur Yves Buisson, puis François Bricaire. Donc 5 minutes chacun.
Merci Madame la Présidente, merci pour votre invitation. Mesdames, Messieurs les députés, d'abord je me présente, je suis le professeur Yves Buisson, je suis microbiologiste et épidémiologiste, mais actuellement je suis ici en tant que président de la commission des maladies infectieuses et tropicales de l'Académie nationale de médecine, académie dont je fais partie depuis 2007, en tant que membre titulaire. Voilà, donc la commission des maladies infectieuses et tropicales de l'Académie de médecine s'est intéressée au problème de la maladie de Lyme en réaction aux nombreuses sollicitations qui ont été faites, qui ont émané pour la reconnaissance d'une maladie de Lyme chronique. Il y a tout d'abord eu une prise de position qui a été affirmée par mon confrère, le professeur de Bricker, qui détaillera son point de vue. En 2016, prise de position de l'Académie de médecine qui reconnaissait le bien fondé des données de la conférence de consensus sur la maladie de Lyme et qui affirmait qu'il n'y avait aucun élément scientifique permettant d'affirmer l'existence d'une évolution chronique de cette infection. Ensuite, il a été nécessaire de faire deux prises de position, l'une en 2017, sous la forme d'un communiqué de presse. Notre commission a fait savoir que l'Académie de médecine dénonçait les tromperies à propos de la maladie de Lyme. L'année suivante, en 2018, en réaction à la mise au point de la Haute Autorité de Santé à propos de la maladie de Lyme, cette commission, est soutenue bien sûr par l'ensemble de l'Académie, a exprimé sa déception face aux conclusions de la Haute Autorité de Santé pour ce qui concernait le chapitre de la maladie de Lyme chronique. Tout le reste du document de 2018 est tout à fait de grande qualité et a été agréé par la Société française de pathologie infectieuse de langue française, mais également par de nombreuses sociétés savantes et par l'Académie de médecine, à l'exception de cette reconnaissance d'un syndrome, symptomatologie persistante, polymorphe, après possibilité d'une piqûre de tique. C'est-à-dire c'est une entité extrêmement vague qui n'ose même pas dire le nom de Lyme chronique, c'était une concession qui a été faite par la Haute Autorité de Santé. Dans le même titre, on a polymorphe, ce qui explique donc, ce qui veut bien dire que sur le plan clinique, on peut voir tout et n'importe quoi, et possible piqûre de tique, c'est-à-dire qu'on n'exige même pas la notion d'une piqûre de tique pour rattacher ces syndromes vagues à la maladie de Lyme. Donc, ces mises au point expriment une préoccupation qui relève du fait qu'il y a une pression extrêmement importante pour faire reconnaître sous le terme de maladie de Lyme chronique tout un ensemble de pathologies dont personne ne nie l'existence ni la gravité, mais qui conduit à faire agréer ce que l'on appelle les Lyme doctors et des procédés, des prises en charge thérapeutiques comme celles qui viennent de nous être exposées et qui peuvent être justifiées au cas par cas peut-être, mais d'une façon générale sûrement pas, en particulier les protocoles d'antibiothérapie prolongée empiriques contre lesquels nous élevons dans le cadre de la lutte contre l'antibiorésistance. On est en train de recommander l'utilisation de cocktails antibiotiques sans aucune preuve microbiologique, ce qui est complètement en dehors de toute base scientifique. Je voudrais, pour terminer, exprimer mon étonnement que ce débat, qui est un vrai débat scientifique, qui doit opposer des différentes spécialités de la médecine, de la microbiologie, de la génétique microbienne, de la clinique, ce débat devrait être un débat entre spécialistes, mais je ne comprends pas que la décision de savoir si la maladie de Lyme chronique existe ou n'existe pas soit ici traitée par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, quel que soit le respect que j'ai pour cette commission. Bien.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis François Bricaire, je suis infectiologue, actuellement à la retraite, professeur émérite à Sorbonne Université. J'ai longtemps dirigé le service de maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière et c'est à ce titre que j'ai eu l'occasion de voir énormément de patients, surtout dans mes dernières années d'exercice, venant pour suspicion de Lyme chronique. Et c'est un petit peu à partir de cette expérience que je peux tirer un certain nombre de mes convictions, à côté des éléments scientifiques qui ont déjà été rapportés par Pierre Tadevin, Yves Hansmann et Yves Buisson. Je m'associe à ces derniers, d'ailleurs, dans mes opinions, pour dire que je ne suis en aucune façon d'accord avec ce que peut dire le professeur Perron quand il affirme de façon absolument certaine que la maladie de Lyme, dans sa forme chronique, existe. Et c'est là où il y a, à mon avis, une ambiguïté majeure. C'est que quand il est évoqué par des associations dans les médias, quand on parle de Lyme chronique, on suppose que ça existe. Et à partir de là, on discute sur ce qui pourrait être pris en charge, ce qui pourrait être traité, ce qui pourrait être fait d'un point de vue clinique ou sociologique. Or, cette discussion me paraît biaisée, car aucun argument valable sur le plan scientifique, comme ça a été rapporté, ne permet de dire que même si on voit parfois quelques bactéries dans des formes particulières pouvoir persister, même si on peut discuter à juste titre sur la qualité d'un certain nombre de sérologies, eh bien, il a largement été montré que les traitements antibiotiques, ça vient d'être rappelé lorsqu'ils étaient prescrits de façon prolongée, ne donnaient pas d'amélioration prouvée scientifiquement. On sait le côté tout à fait, je dirais, psychologique de l'amélioration d'un traitement, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et en d'autres termes, eh bien, je voudrais insister sur le fait que ces malades que nous voyons et qui, alors, certains ont des vraies maladies de Lyme. Ça, c'est pas là l'objet de la discussion. Mais beaucoup d'autres viennent se plaignant de symptômes qui sont parfaitement subjectifs, sans aucune manifestation objective, et dont la preuve, ni par la sérologie, ni par quelque autre moyen diagnostique, ne permet de retenir la maladie de Lyme. Or, là aussi, je répète ce qui a été évoqué, les malades qui se plaignent de ces troubles subjectifs sont des patients qui ont besoin d'aide, qui ont un problème médical. Il ne s'agit pas de le nier. On les prend en charge, on s'en occupe, mais dire qu'ils ont un Lyme dans sa forme chronique est quelque chose qui me paraît franchement abusif. Il y a toujours eu des malades qui avaient ces symptômes de fatigue, de sensations vertigineuses, de troubles digestifs plus ou moins affirmés, etc. Et on sait tous qu'il y a eu au cours du temps des syndromes de fatigue chronique, la fibromyalgie, les syndromes subjectifs d'un certain nombre de pathologies infectieuses, c'est bien connu. Et actuellement même, on est en train de discuter avec le Covid-19 la persistance ou la réapparition de troubles subjectifs qui ressemblent bien à ce qu'on est en train de discuter. Tout ceci nécessite incontestablement une prise en charge, mais l'attribuer à la maladie de Lyme, donc autrement dit Borrelia ou des agents infectieux proches des Borrelia, me paraît parfaitement injustifié. Il serait dommageable de l'accepter comme tel et donc d'aller vers des traitements qui sont beaucoup plus délétères qu'efficaces. Merci bien. Je passe la parole au docteur Aed Zedan. Bonjour, merci de m'avoir invité pour cette commission. C'est la première fois que j'y participe. Je suis médecin interniste, je suis médecin référent au centre de compétences à Compiègne. Je soigne des patients Lyme depuis quelques années et beaucoup plus particulièrement depuis 2 ans. Alors, juste, je reviens sur 2 notions. Juste la première notion, que la maladie de Lyme aujourd'hui, c'est un débat sociétal. Je pense qu'au contraire, c'est un débat plutôt scientifique parce qu'il y a beaucoup de recherches qui manquent dans cette maladie.
qui va donner des réponses qu'aujourd'hui, on ne les a pas. Deuxième chose, que je suis même, je m'excuse à mes professeurs, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec leurs propos, que Lyme chronique n'existe pas. Pour moi, Lyme chronique, c'est une évidence scientifique. Ça a été démontré à plusieurs papiers qui étaient publiés. Je me permets de vous transmettre, si vous voulez, un papier qui a été fait en 2018 par un docteur Sapi et va publié aux États-Unis pour une patiente qui a été diagnostiquée Lyme 18 ans auparavant son décès. À l'autopsie, il y a eu des recherches de la Borrelia qui étaient retrouvées dans le cerveau et plusieurs tissus, qui a été confirmé par des études histologiques et études immunologiques. Si vous voulez, le problème que les patients qui ont Lyme sont déjà d'emblée rejetés par certains de nos confrères. Le mot Lyme, c'est un peu péjoratif pour ces patients-là. Enfin, on parle de Lyme, on met une étiquette sur ces patients qui a toujours un aspect psychique et c'est plutôt dans la tête. Il y a des patients qui sont diagnostiqués fibromyalgie, fatigue chronique. Ces patients ont le droit à une prise en charge par la sécurité sociale dans certaines conditions. Or que moi, je parle de mes patients. Quand on parle de Lyme chronique, c'est presque systématique. La réponse de la prise en charge en ALD, c'est non, vous ne relevez pas des critères de prise en charge en ALD. Je me permets, parce que je pense que le débat entre les sérologies et la chronicité, me concernant, à mon avis, c'est un débat qui nécessite de discuter dans la communauté scientifique, plus que sur le plan de commission à l'Assemblée nationale. Mais juste, j'essaie de vous illustrer un exemple d'une patiente que j'ai vue au début de l'année, une patiente qui était passée dans un grand centre de référence à Lyme. Elle a été mordue par un tic, elle a une sérologie positive, elle a commencé à avoir des signes déficitaires, cette dame parisienne. Elle a 3 enfants, 34 ans, elle a été diagnostiquée une maladie neurologique, elle n'a même pas eu le droit à un traitement d'antibiotiques de preuve pendant 3 semaines. Elle a été rejetée, rentrez chez vous madame, on va vous appeler pour vous mettre sous oxygène s'il le faut, on va vous prendre en charge. 2 mois après 2 cures de Roséphine, cette patiente a retrouvé son autonomie, elle est avec ses enfants. Et ça, j'ai le dossier, c'est un centre de référence. C'est un centre de référence. Je ne vais pas nommer le centre aujourd'hui, mais j'ai le dossier. Comment voulez-vous après expliquer à ces patients-là qu'ils sont bien pris en charge, que ces patients-là nécessitent juste une prise en charge psychique ou psychologique ou neurologique ou rééducation? À 34 ans, quand on perd une partie de sa vie, je pense qu'on peut être révolté. L'autre aspect, quelle que soit l'origine des manifestations cliniques de ces patients Lyme, je pense sur le plan administratif, ces patients méritent d'être considérés par l'administration parce qu'ils ont des séquelles majeures sur leur vie personnelle et professionnelle. Il y en a qui sont licenciés, il y en a qui n'arrivent plus à travailler, il y en a qui n'arrivent plus à élever leurs enfants. Et moi, je vois des patients qui viennent nous voir de très loin de la France parce que dans leur région, il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de suivi. Et j'ai beaucoup de patients qui ont perdu leur travail et ils vivent au RSA. Ces patients-là, je pense qu'ils méritent une réponse, quelle que soit l'origine. Maintenant, est-ce que c'est Lyme chronique ou autre chose? Je pense qu'il faut améliorer la recherche. Je suis d'accord avec le professeur qui a parlé un peu que l'antibiothérapie prolongée, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Mais je pense que la réponse, ça serait faire beaucoup plus d'études, élargir la recherche. Je suis médecin interniste, il y a certaines ressemblances entre les maladies auto-immunes et la forme chronique de Lyme. Là, ça mérite de voir des essais par des biothérapies ou autres pistes que je pense qu'il faut explorer. Mais malheureusement, l'argent aujourd'hui est donné de centres de référence. Et en dehors de ça, il n'y a pas d'essai à se faire ailleurs. Et malheureusement, on sait les 5 centres de référence, elles ne sont pas des centres qu'aujourd'hui admettent la chronicité de la maladie de Lyme. J'ai fini. Merci bien, docteur. Je vais passer la parole au docteur Philippe Raymond, notre dernier intervenant. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors moi, je suis le petit dernier. Je suis là en tant que médecin généraliste. Je suis médecin généraliste depuis 33 ans. J'ai une formation en médecine tropicale. J'ai aussi une formation en médecine psychosomatique, puisqu'on en parle beaucoup dans ces pathologies chroniques.
Ça fait 14 ans que je traite des patients atteints de maladies vectorielles à tiques. On va parler de maladies vectorielles à tiques pour élargir le débat sur le Lyme chronique, parce que le Lyme chronique, ce n'est pas que de la Borrelia, c'est aussi de la Babesia, de la Bartonelle, de l'Ehrlichia et un certain nombre d'autres co-infections transmises par les tiques. Il n'y a pas qu'une seule bactérie. J'ai été d'ailleurs co-auteur d'une publication sur les bartonelloses chroniques, qui était une première mondiale d'ailleurs. Ça fait 14 ans que je fais ça, donc ça fait 3-4 000 patients que je traite pour ça. J'ai été nommé en 2012 comme membre du groupe de travail au Haut Conseil de santé publique sur la maladie de Lyme, d'ailleurs avec le professeur Beriker et le docteur Godzi ici présent, et aussi dans le groupe de travail de la HAS en 2018. Depuis 5 ans, je donne officiellement des formations aux médecins sur les maladies vectorielles à tiques. J'ai donné à ce jour 105 journées de formation et formé plus de 1500 médecins. Ces médecins sont des médecins généralistes, mais aussi des spécialistes, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui sont concernés. J'ai pu faire des formations spécifiques sur des dermatologues, chez des médecins du travail. J'ai pu former aussi des internistes et des infectiologues. J'ai été demandé une fois même pour faire une formation par le Conseil de l'Ordre de l'Orne. Depuis 1 an, mon activité est exclusive sur les maladies vectorielles à tiques. On a tellement de demandes que j'ai été obligé de lâcher le reste de la médecine générale. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis le porte-parole de tous ces médecins de terrain. Nous formons un groupe de plusieurs centaines de médecins. Nous échangeons sur un forum privé, nous sommes 250 sur ce forum, nous échangeons nos expériences de médecins de terrain sur les maladies vectorielles à tiques et ces malades chroniques depuis plus de 7 ans maintenant. Et savez-vous pour quelles raisons ces médecins de terrain qui savent diagnostiquer ces fameux syndromes polymorphes flous, mais nous savons le faire, et qui traitent ces formes chroniques de maladies vectorielles à tiques, vous savez pourquoi ils continuent à le faire? Alors que les consultations sont très longues, il faut 1h30 de première consultation pour arriver à faire un diagnostic. Des consultations difficiles, des gros dossiers. C'est évidemment non rentable, hein. C'est pas ça qui va nous enrichir. Ça nous met en porte-à-faux avec les confrères hospitaliers. Ça nous met en porte-à-faux avec le Conseil de l'Ordre et les caisses d'assurance maladie. Et en porte-à-faux aussi par rapport à nos convictions premières, on est tous des médecins formés sur l'antibiorésistance, etc. Donc on a les mêmes notions que les autres parties que vous avez entendues ici. Donc pourquoi on continue depuis 15 ans à faire des milliers de patients? La seule raison, c'est que ça fonctionne et qu'on redonne la vie à tous ces patients. On n'a pas 100% de résultats, on est d'accord, mais quand on a, comme les exemples que vous avez vus, ces patients retrouvent une vie. Et personnellement, je me consacre encore plus aux enfants, puisqu'on a beaucoup d'enfants qui sont touchés de la même façon, qui se retrouvent en fauteuil roulant ou qui se retrouvent, etc. Ils sont étiquetés effectivement de troubles somatoformes ou de maladies psychosomatiques. J'ai une compétence en médecine psychosomatique et personnellement, je sais faire un peu la part des choses. Des témoignages, nous en avons à l'appel. J'en ai amené quelques-uns, notamment, ça tombe bien, il y avait une enfant qui était en fauteuil roulant, vous voyez, qui va bien maintenant. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « 40 vies brisées pour la maladie de Lyme ». Voilà. Je parlerai donc de terrain, et au-delà de la science et des études en double aveugle, je suis médecin, je suis formé à ça aussi, chaque cas est effectivement personnel. Et il va falloir s'investir dans le patient, l'écouter, regarder son historique, les traitements qu'il a eu, etc., pour pouvoir arriver à l'aider. Et quand on guérit un patient, la vérité, elle est là. C'est le patient qui guérit qui a raison, au-delà des études, dans chaque cas. Nous avons besoin de budget, effectivement, pour montrer tout ce qu'on sait faire. Nous sommes des centaines de médecins, et comme disait Christian Perron tout à l'heure, si on avait un peu de budget, on pourrait effectivement faire des études et montrer ce qui marche pas, et aller plus loin, parce qu'effectivement, on aimerait bien arriver à le prouver et aller vers des traitements les plus performants possibles. On a aussi besoin de lois pour nous protéger, parce qu'effectivement, on est systématiquement intimidé, persécuté par les caisses et les conseils de l'ordre aujourd'hui. Et pourtant, au risque de se faire embêter comme ça, on continue parce qu'on a nos patients qui, chaque jour, nous disent merci. J'ai terminé. Merci bien. Je vais donc passer la parole à nos rapporteurs, co-rapporteurs. Donc, c'est monsieur Stéphane Viry qui commence.
Bien, écoutez, moi je voulais vous remercier de vos prises de parole. Il y a eu effectivement ce que je pressentais de la diversité, voire des divergences, mais on le savait en organisant cette table ronde. Alors peut-être une précision pour répondre notamment au professeur Buisson. Bien sûr que la question elle est scientifique, bien sûr que le sujet est médical, mais la représentation nationale, elle a pour vocation à traiter de tous les sujets qui concernent la nation et les femmes et les hommes qui y résident. Et a fortiori, cette commission des affaires sociales, elle a dans son champ d'attribution les questions sanitaires et les questions de santé, bien au-delà du projet de loi de finances de sécurité sociale. Et il est de notre responsabilité, parce que nous sommes les représentants des citoyens et nous sommes les représentants des territoires, de mettre sur la table, dans le débat public, des questions qui, effectivement, peuvent être techniques ou scientifiques. Parce que le débat public, il doit se passer ici, dans cette maison. Et il est souvent le préalable à la décision politique prise par le gouvernement. Et si le débat, nous ne le provoquons pas, le débat il se fera ailleurs. Peut-être sur des réseaux sociaux, peut-être sur des groupes de parole avec tous les excès qui peuvent exister. Donc moi, je vous remercie d'être présent aujourd'hui, mais je considère qu'il était tout à fait légitime que nous traitions ce sujet, quand bien même, j'en conviens, la question soit éminemment scientifique et d'une technicité qui, pour ma part, m'échappe. Et c'est justement parce que je préfère être un profane qui cherche à être bien informé que vous êtes là les uns et les autres. J'aurais, pour ma part, 2 questions. J'avais une première question par rapport à la recommandation de la Haute Autorité de Santé de 2018. Vous avez effectivement esquissé une réponse selon laquelle, alors que j'aurais pu penser qu'un consensus aurait pu résulter, vous avez un petit peu évoqué les raisons pour lesquelles il y avait des divergences. Bon, j'aurais pu penser que ça aurait pu être le socle, comment dirais-je, pas d'un accord, mais en tout cas d'un point de vue minimum sur le sujet. Il n'en est rien. Bon, si vous aviez peut-être, au-delà de ce qui a pu être déjà dit, des éléments sur le fait que ce consensus n'a pas été possible. Moi, j'aurais une question par rapport à des statistiques que j'ai relevées de Santé publique France qui feraient état d'une augmentation substantielle du nombre de cas de maladie de Lyme diagnostiqués par les médecins généralistes. Nous en étions, je crois, à un taux de 69 cas pour 100 000 habitants et nous serions désormais à 104 cas pour 100 000 habitants avec une variation d'une année. Pensez-vous, ma question elle est simple, pensez-vous que l'on est face à une recrudescence de cette maladie ou alors est-ce simplement du fait d'une amélioration du dépistage? Et ma deuxième question, elle pose sur le dépistage, la chronicité éventuelle. Moi, je n'ai pas d'avis. La chronicité éventuelle de la maladie de Lyme est liée à celle de la fiabilité des tests sérologiques disponibles, avec en particulier la question d'éventuels faux négatifs, c'est-à-dire de patients dont la sérologie serait durablement négative, bien qu'ils soient atteints de la maladie. Est-ce que vous avez un avis ou que pourriez-vous nous dire sur ce sujet? Voilà la réflexion et les 2 questions que je voulais dire par rapport à un élément statistique d'un nombre de cas qui se développe dans notre pays. Madame Dubié, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, messieurs, pour vos différentes présentations. Alors moi, je voudrais revenir, comme l'a fait notre collègue Viry, sur ce qui s'est passé en 2018. Je suis élue depuis 2012, je suis saisie sur ce sujet de la maladie de Lyme depuis 2013-2014 et j'ai vu toutes les tensions que ça peut générer, des patients qui viennent dans nos permanences, des gens qui sont en déshérence, et ce sujet de la maladie de Lyme a été pris en compte par le précédent gouvernement puis poursuivi. On a mis beaucoup d'espoir, les parlementaires de l'époque, quand on a vu le travail qui était organisé au niveau de l'HAS, où vous étiez tous présents, où il y avait toutes les parties présentes, à commencer aussi par la SPILF, qui a travaillé avec l'ensemble des personnes autour de la table. Donc moi, j'ai une question très précise et qui s'adresse aux représentants de la SPILF, vous êtes 3 ou 4 là. Je voudrais savoir pourquoi vous avez attendu quasiment le moment de la publication pour
émettre vos réserves et votre opposition sur la seule partie relevant du syndrome du SPPT et qui a tout bloqué. Parce qu'après, c'est reparti en vrille. Donc, je voudrais savoir quel est enfin, j'arrive pas à concevoir. Alors, je suis pas médecin, je suis comme Stéphane, j'ai pas de, mais je n'arrive pas à comprendre où est l'enjeu derrière. Quand j'entends un de vous dire il y a des symptômes chroniques, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à poser un nom sur une maladie qui développe effectivement des symptômes chroniques. Après, qu'elle s'appelle SPPT, chronicité, ou ça, enfin, franchement, ça n'a pas grande importance. L'essentiel, c'est qu'on écoute ces patients et qu'on traite ces patients. Donc, voilà, moi, ma question, c'est pourquoi ? Et je voudrais, ma deuxième question, c'est sur l'action des centres de référence et de compétences. Oui, effectivement, professeur Perron, nous avons été saisis sur la manière dont les choix ont été faits. Nous avons d'ailleurs eu une rencontre avec le professeur Salomon en la matière qui nous a expliqué les conditions qui avaient été posées dans le cahier des charges. Sauf que, apparemment, il fallait qu'il y ait une association avec un travail collaboratif avec les associations de patients. Et manifestement, les associations de patients nous ont saisis en disant que, en tout cas, sur les 5 centres de référence qui ont été retenus, elles n'ont pas été consultées. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Moi, je ne suis pas là pour faire un truc, mais je voulais aussi vous demander, pour ceux qui sont sur les centres de référence, si vous travaillez concrètement avec les associations de patients. Voilà, merci. Merci, Madame Dubié. Je vais de ce pas passer la parole tout d'abord, messieurs, avant de vous redonner la parole, à mes collègues députés. Et je vais commencer par Monsieur Perru. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente, professeur et docteur. Le débat est scientifique, vous l'avez rappelé il y a un instant, mais c'est vrai que tout le débat est de savoir s'il doit être reconnu, cette maladie de Lyme, dans sa forme sévère chronique. Mais nous, chaque jour, ou tout du moins chaque semaine, nous recevons dans nos permanences des personnes qui viennent nous confier leur solitude. Il y a une souffrance bien sûr physique, solitude bien sûr qui est une souffrance par manque souvent de la maladie, puisqu'il me semble essentiel que le patient soit pris en charge le plus tôt possible pour prévenir l'apparition des formes graves de cette maladie. Donc où sommes-nous sur la recherche en la matière, à la fois en France et au niveau international, et quels moyens et approches nouvelles sont-elles nécessaires pour la faire progresser ? Enfin, sans doute plus en amont et de manière très importante aussi, que pouvez-vous nous dire de la prévention de la maladie et l'information sur la conduite à tenir en cas de piqûre de tique ? Je peux témoigner, en ce qui me concerne, que me promenant souvent dans les sous-bois vosgiens, je suis très attentif et j'ai dans ma boîte à pharmacie un tire-tique. Je pense que c'est absolument essentiel qu'on travaille sur la prévention pour éviter effectivement toutes les difficultés et les malheurs que vous avez décrits dans vos interventions. Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Martine Bonner. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, merci d'avoir été à l'initiative de cette table ronde et merci messieurs d'être ici présents. Je suis comme Thierry Michels, député du Bas-Rhin, et vous savez que la maladie de Lyme est particulièrement présente dans ces 2 départements alsaciens, jusque dans les Vosges, et que nous avons, nous, sur nos territoires, une incidence qui dépasse très largement l'incidence relevée au niveau national, puisqu'actuellement, elle est évaluée à 117 cas pour 100 000 habitants. Alors, messieurs, si vous avez été invités à cette table ronde ce matin devant la représentation nationale, ce n'était pas pour certains d'entre vous, comme vous ne l'aviez pas forcément compris, dans le but de rester dans des querelles, on va dire très terre-à-terre, des querelles de personnes, mais bien d'élever dans cette très belle maison un débat qui nécessite, en tous les cas, les parlementaires ici présents souhaitent avoir un éclairage tout à fait serein. En effet, le coût sociétal et social de cette maladie, et notamment de l'errance médicale des patients chroniques, ce coût est éminemment important. Écoutez, et je suis psychiatre, écoutez et accompagner les patients, les tout entend. La Haute Autorité de Santé, vous l'avez rappelé, a produit des recommandations de bonnes pratiques et en effet un chapitre
porte et a porté sur cette forme chronique. Pourquoi, puisque certains d'entre vous remettent en cause cette forme chronique, dans les centres de référence qui sont financés, n'entamez-vous pas une étude sur ces tableaux chroniques plutôt que de partir sur le postulat de la non-existence de ce syndrome persistant polymorphe? La SPILF a produit un document à la demande de la Direction générale de la santé, qui a donc elle-même infirmé la Haute Autorité de santé, et ce document donc infirme, enfin en tout cas, l'existence même de ce tableau chronique. Est-ce que vous êtes sûr que, du haut de cette tour d'ivoire de la SPILF, vous avez suffisamment, comme les confrères généralistes qui voient en permanence des patients, été suffisamment à la rencontre des patients? Et je voulais simplement conclure en vous posant la question: quelle légitimité une société savante aujourd'hui a-t-elle à bloquer, parce que c'est bien le mot, à bloquer un dispositif tel que le plan Lyme? Je vous remercie. Merci. La parole est à Pierre Dharréville. Merci Madame la Présidente. Bien, l'échange que nous avons montre qu'il y a en tout cas un sujet et qu'il faut sans doute que nous puissions collectivement, je ne dis pas ici simplement la Commission des affaires sociales, mais essayer d'avancer pour apporter des réponses à celles et ceux qui s'interrogent. Et pour ce qui nous concerne, en tout cas pour ce qui me concerne, les questions qui me préoccupent le plus sont celles de la prise en charge de celles et ceux qui souffrent et qui souhaitent obtenir, pour le coup, des réponses assez concrètes à leur questionnement. Moi, j'ai été saisi, par exemple, par quelqu'un qui est allé se faire soigner dans un centre à Augsbourg, avec une logique de perfusion dont je ne connais pas la pertinence médicale, qui s'est endetté pour aller se faire soigner là-bas. Visiblement, ce traitement aurait des effets sur sa santé. Elle a des souffrances assez vives. Donc, voilà, comment peut-on faire pour essayer quand même de faire en sorte qu'il puisse y avoir une prise en charge des malades, une prise en charge médicale et une prise en charge aussi en termes de remboursement de leurs soins. Et voilà. Donc, ça m'amène à une deuxième question. Quel regard avez-vous sur les pratiques de nos voisins? Est-ce que vous pouvez nous éclairer justement sur les recherches qui se mènent sur cette maladie à l'échelle internationale et les différentes positions qui peuvent exister? Merci bien. La parole est à Marine Brognier. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à nos collègues Viry et Dubié pour l'organisation de ces conférences qui étaient très attendues, et surtout merci à vous, messieurs, professeurs et docteurs, d'être venus aujourd'hui. Alors effectivement, nous n'avons pas la prétention de vous juger d'un point de vue scientifique sur les éléments que vous apportez, déjà parce que nous n'en avons pas les compétences, mais surtout puisqu'en tant que parlementaires, notre rôle est avant tout de vous faire part de l'ensemble des situations qui nous sont remontées par nos concitoyens, qui sont extrêmement inquiets sur cette maladie de Lyme et sur sa prise en charge. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans ce que vous nous avez dit, c'est que finalement, comme pour la Covid, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de consensus, évidemment, mais surtout la virulence des propos que vous pouvez avoir les uns à l'égard des autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que c'est vraiment l'inquiétude que nous pouvons avoir, que les Français ont sur cette maladie de Lyme, c'est qu'on s'interroge sur le diagnostic, on s'interroge également sur la prise en charge, et finalement, on n'arrive pas à avoir de consensus. Alors, en 2016, déjà, moi, c'était un sujet sur lequel je travaillais. Il y a eu le plan Touraine, qui a été un échec de l'aveu des associations, qui a été un échec également de l'aveu de certains d'entre vous. Une demande de votre part en termes de recherche qui a été refusée malheureusement par la ministre Buzyn en 2019. Aujourd'hui, vers quoi peut-on tendre pour apporter davantage de réponses à nos concitoyens? Certains partent même dans des pays étrangers pour se faire soigner. Moi, j'ai le cas notamment d'une habitante de ma circonscription qui m'a évoqué être partie en Italie, faire un traitement qui lui a coûté 8 000 €, un traitement à l'ozone qui peut-être n'est pas pertinent. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il était important que les sociétés savantes puissent valider les traitements, et effectivement, c'est quelque chose de fondamental. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir augmenter la recherche et partir vers ce genre de systèmes qui ont l'air de fonctionner à l'étranger? Je vous remercie. Merci bien. La parole est à Jean-Pierre Daud. Merci Madame la Présidente. Merci à vous tous d'être là ce matin. Bon, c'est un sujet important. Moi, je suis un ancien de la maison
Et nous avons des pathologies parfois qu'il faut étudier, surtout lorsqu'elles virent à la chronicité. Puisque qui dit chronicité dit bien entendu rentrer dans le cadre des affections de longue durée, etc. Et donc engager effectivement des finances au niveau de la sécurité sociale. Nous avions étudié la fibromyalgie il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on est dans cette audition pour parler de la maladie de Lyme, si elle était chronique ou pas. Nous ne pouvons pas, nous, la déterminer, bien entendu. Nous n'en avons pas les moyens ni les facultés. C'est aux scientifiques de le faire, mais je constate encore aujourd'hui qu'il n'y a pas de consensus scientifique, ou j'ai l'impression qu'il n'existe pas. Donc le problème, c'est de pouvoir effectivement s'orienter vers un consensus, et M. Buisson l'a rappelé, ça regarde effectivement les instances scientifiques, mais nous devons répondre, comme cela a été dit, également aux citoyens qui nous interrogent parfois, puisque nous sommes un peu l'assistante sociale, entre guillemets, politique, dans nos circonscriptions, et nous avons des personnes qui viennent nous poser ces sujets. Alors, oui, c'est un problème important. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est au niveau de la recherche. On va rentrer dans le cadre d'un projet de loi sur la recherche dans quelques jours. Il y a le sujet évidemment de la recherche médicale qui est posée par la conférence des doyens, qui nous a interrogés pour dire qu'il fallait qu'on s'appuie surtout sur la recherche médicale à l'intérieur de la loi sur la recherche. Quelles seraient, vos propositions dans le domaine de la recherche médicale au niveau de cette pathologie? Merci. Et le dernier intervenant, M. Paul Molac. Oui, alors d'abord, merci à nos collègues Dubié et Viry pour avoir organisé cette audition, parce qu'on a un vrai problème de santé publique. Et moi, je vous dirais mon désarroi, parce que le professeur a posé la question en disant c'est un problème de médecine. Oui, bien sûr que c'est un problème de médecine. Le seul problème, c'est votre incapacité à soigner qui nous est retournée, parce que les gens viennent nous voir, nous disent comment se fait-il que je continue à souffrir, comment se fait-il que je me fasse jeter, et comment se fait-il qu'on n'arrive pas à me soigner? C'est ce problème-là. Et donc, à partir du moment où vous êtes, en tant que communauté médicale, mise en difficulté, et forcément, les citoyens viennent vers nous, en nous disant « qu'est-ce que vous foutez en plus ?» Donc, on a un vrai problème, et ce problème-là, ça devient un problème politique. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même, j'allais dire, deux types. Les praticiens qui sont un peu les mains dans le cambouis, qui essayent d'imaginer quelque chose parce qu'ils sont dans une maladie qu'on ne connaissait pas, et on ne sait pas tout. Et vous ne savez pas tout, y compris sur la médecine, malheureusement, mais c'est une évidence. Et puis, il y a quelque part l'establishment et ceux qui sont sur des certitudes, quelque part. Et j'ai l'impression que vous ne vous parlez pas et que vous ne vous comprenez pas. Alors, ça pose un vrai problème pour nous, parce que, évidemment, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas déterminer quelle est la bonne méthode. J'en sais rien du tout, et ce n'est pas à moi de le faire. Mais tant qu'on n'arrivera pas à ce que vous parliez et qu'on avance dans ces prises en charge, eh bien, on aura un problème de type politique. Oui, c'est évident. Bon, je vais donner vite fait la parole à M. Brahim Amouche avant de donner la parole à nos intervenants pour des éléments de réponse. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, merci de vous rendre ce matin dans le cadre de cette table ronde sur la borréliose, la maladie de Lyme, qui, comme les collègues l'ont rappelé, interpelle notamment non seulement les citoyens, les patients, mais également les élus que nous sommes au quotidien, puisqu'il n'y a pas de semaine où on n'est pas alerté. On n'est pas alerté notamment sur un certain nombre de difficultés. Alors je suis arrivé en retard, mais si ça a été abordé, je m'en excuse par avance, notamment la question des diagnostics. Alors tant positif que différentiel. Parce que le diagnostic positif, moi je suis élu de la Moselle, dans une circonscription frontalière avec un certain nombre de pays, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, et j'ai un certain nombre de citoyens qui vont à l'étranger parce que les tests sérologiques proposés en France ne répondent pas, ou en tous les cas, il y a une divergence entre la dimension symptomatique et clinique et les résultats séronégatifs.
En tant que clinicien, je pourrais dire que la clinique devrait primer avant peut-être la dimension sérologique, mais toutefois, en tant que scientifique, j'aimerais avoir une preuve plus objective que l'impression subjective d'une clinique qui parfois, encore une fois, peut laisser aérer parfois dans de faux diagnostics et parfois même de faux psychiatriques, puisqu'il y a des allures psychiatriques dans cette maladie. Et j'en veux pour preuve, puisque j'ai eu un patient dans mon service adressé pour des compensations délirantes, psychose aiguë, qui en réalité ne l'était pas. Et parce que la sémiologie fine laissait à penser que ce n'était pas une forme psychotique banale, et les marqueurs, là encore, ne nous ont pas permis d'aller plus loin, et il a fallu le transférer dans un centre plus spécialisé qui ont confirmé les premières impressions de dissonance. Et je crois que là, sur cette dimension de sérologie, il faut que nous avancions et que nous puissions proposer ce que d'autres pays européens proposent. Je vous remercie. Merci bien. Donc nous avons une deuxième table ronde donc, dans à peu près 3 quarts d'heure. Donc je vais vous demander, messieurs, d'être concis. Vous avez 5 minutes chacun pour apporter des éléments de réponse à toutes ces questions riches et diverses et pertinentes. Alors, je ne sais pas, je vais commencer par la liste. J'ai monsieur Yves Hansmann. Merci. Alors, je vais essayer d'être concis, bien que les questions sont extrêmement nombreuses et il est évident qu'on ne peut pas répondre en détail à toutes ces questions qui sont très intéressantes. Donc, moi, je vous propose de rester à votre disposition pour avoir des éléments de réponse par la suite, parce qu'il est certain qu'on n'arrivera pas à aborder en détail et c'est extrêmement important pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. J'ai noté un certain nombre de questions. Premièrement, très rapidement, l'incidence. 2019, elle diminue un petit peu à nouveau. Globalement, sur les 5 dernières années, il y a quand même une augmentation globale. On est tous d'accord pour dire que ça augmente. Est-ce que c'est une augmentation de la maladie ou une meilleure qualité du dépistage? Je n'ai pas la réponse, mais voilà. Sur les tests, la fiabilité des tests, ce problème a été régulièrement évoqué. C'est un problème crucial. Le diagnostic en médecine repose sur des tests. Ça peut être des tests cliniques également, mais très souvent sur des tests biologiques. Or, la situation en France est exactement la même que dans les autres pays. Il y a effectivement un consensus. J'ai souvent entendu qu'il n'y avait pas de consensus. Il y a un consensus scientifique. On est dans ce que je disais entre le débat de la science et, excusez-moi du terme, du débat de la pseudo-science. Sur le plan scientifique, les tests sont proposés en France sont exactement les mêmes que ceux qui sont proposés en Allemagne. Les tests reposent effectivement sur la sérologie. Nous avons toujours dit, parce qu'on nous a parlé qu'on était un petit peu dans nos certitudes, on a toujours dit que la sérologie est un test imparfait. Imparfait parce qu'il ne permet pas de préciser si les patients sont effectivement malades d'une maladie évolutive ou non. C'est une difficulté qu'on le connaît et qui fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans les diagnostics qu'on porte. Les tests qui sont faits à l'étranger, j'ai entendu l'Allemagne souvent citée, qui sont malheureusement recommandés par nos collègues ici présents de la Fédération française de maladies vectorielles lactiques. Ce sont des tests qui ont été faits, qui ont fait l'objet d'évaluations, et les évaluations ont clairement montré que ces tests étaient très mauvais. Et je ne comprends pas, à ce jour, pourquoi certains médecins continuent à inciter, et les associations de patients continuent à inciter les gens à faire des tests qui ont fait l'objet d'évaluations, où on a bien montré que ces tests ne valaient rien. J'ai toutes les publications à votre disposition, si vous le souhaitez. Donc, test imparfait en France. On travaille, et c'est... je regarde. Mon propos sur la recherche, vous avez raison, il faut faire de la recherche. À Strasbourg, nous faisons de la recherche sur l'amélioration des tests diagnostiques. Ces recherches ne sont pas encore publiées, la recherche c'est long, c'est difficile. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais la recherche, contrairement à ce qui est dit ou suggéré par les gens qui sont parfois ici, enfin qui sont ici présents, cette recherche, elle devrait être plus importante, mais elle existe. Elle existe bel et bien. Et nous testons d'autres méthodes diagnostiques, justement pour évaluer l'intérêt de tests qui permettent d'affirmer la présence ou non de Borrelia et non pas des anticorps, comme c'est le cas de la sérologie, donc d'une mémoire immunitaire. La recherche, c'est également, vous avez raison de demander l'évaluation de ces patients chroniques. Cette évaluation n'a jamais été faite, malheureusement, et il n'y a pas besoin de budget pour faire une évaluation des patients. Et je regrette que cette évaluation n'ait pas été faite, simplement en décrivant tout simplement les choses. On n'a pas besoin de budget pour ça. Par contre, nous avons
mis en place un groupe dont l'objet était justement d'évaluer si une piqûre de tique pouvait provoquer une maladie chronique dans les suites. C'est un projet très ambitieux, qui est coûteux, mais dont l'objet est effectivement de répondre à toutes ces questions que vous posez. Malheureusement, ce projet a fait l'objet de critiques très vives de mes collègues ici présents et n'a pas été soutenu, et je ne sais pas pourquoi, parce que ça aurait permis, disons, de progresser dans notre connaissance des choses. Pour l'HAS, les recommandations de l'HAS, je fais un petit peu vite. Comme j'étais dans le groupe de travail, quand on est dans le groupe de travail de l'HAS, on est confronté à un droit de réserve. On signe un papier comme quoi on n'a pas le droit d'exprimer un certain nombre de choses jusqu'au moment de la publication. Donc ça répond un petit peu à votre question. Et les discussions au cours de ces groupes de travail, il y a 2 points qui n'ont pas été abordés pendant tout le groupe de travail, et c'est un petit peu ce qu'on a reproché à l'HAS, c'est vrai. Ces 2 points, c'est la place de la sérologie et c'est la place du traitement prolongé dans des formes chroniques de maladies, que ce soit maladie de Lyme ou pas. Et donc ces 2 points n'ont pas été abordés en plénière. Et malheureusement, on fait l'objet, disons, de recommandations sur le texte, raison pour laquelle les sociétés savantes, l'ensemble des sociétés savantes, n'a pas signé ce texte puisque ça n'avait pas été discuté. Et nous ne pouvions pas l'exprimer avant puisqu'on ne savait pas quel était le texte final qui allait sortir. 17 secondes, ça va être difficile. Bon, je vais pas tout aborder. Je ne suis pas d'accord sur le fait que le plan 2016 était un échec. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place. Les centres de référence sont mis en place et je pense que la prise en charge des patients, et c'est dans les recommandations de la SPILF, mais Pierre Tatin pourra revenir là-dessus, nous avons effectivement travaillé à ce sujet-là pour proposer une prise en charge qui ne repose pas sur les antibiotiques, et les Lyme doctors, comme on les appelle, prescrivent bien des antibiotiques et bien d'autres médicaments de phytothérapie, d'homéopathie, et des choses, on va dire, qui sont à la limite de la science, qui font que, effectivement, nous ne sommes pas d'accord avec cette prise en charge qui ne répond pas aux recommandations, au modèle médical scientifique. Merci bien. La parole est au professeur Christian Perronne. Bonjour, je suis ravi d'entendre que Je suis ravi d'entendre qu'il y a des choses à la limite de la science, mais pour que ce soit scientifique, il faut que ce soit démontré, qu'il y ait des financements pour le démontrer. Moi, j'étais à la Haute Autorité de Santé avec Raoul Gauzy, Philippe Raymond et avec Yves Hansmann. Je suis scandalisé quand Yves Hansmann ose dire qu'il n'était pas d'accord. La dernière réunion, on était tous d'accord autour de la table. On a dit, OK, s'il y avait un consensus, je suis désolé, Yves, ne mens pas. En séance, il y avait un consensus. Excusez-moi, seul Christian Perronne a la parole, s'il vous plaît. Non, mais je suis désolé. Il y avait quand même les responsables de la chaise qui étaient là. Ils ont dit OK, tout le monde était d'accord autour de la table. On envoie le texte au collège, ça va être voté dans les 15 jours. Je suis désolé, c'est ce qui a été dit en séance. Et c'est 2 jours après, Eric Combe qui a envoyé un mail à toute l'infectiologie, à tout le monde, en disant c'est un scandale, on ne va pas signer ce torchon. C'est pas moi qui l'ai dit. Et donc je suis horrifié d'entendre des choses pareilles. On travaillait depuis 1 an et demi. On était d'accord sur un texte, tous autour de la table. D'accord, nous, on a fait des concessions, ils ont fait des concessions. On a dit, OK, c'est pas parfait, mais on avance. Voilà. Alors après, sur les tests, quand j'entends que le centre de référence de Strasbourg dit que les tests sont parfaits, tant mieux qu'ils restent dans leur autonomie. S'il vous plaît, monsieur Hansmann. Tu as reconnu que c'était imparfait, je suis ravi de l'entendre. On ne teste que 3 Borrelia en France. On sait qu'il y a beaucoup d'autres Borrelia qui sont en cause. Et sur les 3 Borrelia, il y a une méta-analyse qui a été faite par une équipe anglaise qui a montré que le test était sensible qu'à moins de 60%. C'est-à-dire que ce n'est pas le 95% qu'on nous annonce, qui est complètement faux. Donc les tests ne sont pas parfaits et je regrette qu'on utilise toujours le terme de maladie de Lyme chronique, car ces malades qui ont le syndrome polymorphe persistant après possible piqûre de tique sont des malades qui, maintenant on le sait, je suis en train de faire des recherches avec des laboratoires indépendants. On est en train de trouver, c'est pas encore publié, beaucoup d'autres microbes. On trouve des rickettsia. Parlez bien dans le micro, monsieur. Pardon, voilà. On trouve des Borrelia, des Bartonella, des parasites comme Babesia, etc. Donc, il n'y a pas que la maladie de Lyme là-dedans. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas en science que les malades n'existent pas, qu'on les envoie en psychiatrie. Je suis horrifié par ce qui se passe aujourd'hui. Nous, les psychiatres, on en ras-le-bol parce qu'on leur envoie des malades. Ils disent, mais non, ils ne sont pas fous. Ils ont un problème organique. Les médecins ne sont pas capables de savoir ce qu'ils ont. Et on sait maintenant par
des centaines de médecins en France qu'on peut les améliorer, pas tous, on ne guérit pas 100% des gens par des traitements anti-infectieux. Donc maintenant, ça suffit. Ça, il faut l'évaluer sur un plan scientifique. Il faut que les autorités donnent des moyens pour évaluer ça. Et puis alors, sur le choix des centres de référence, là aussi j'ai été horrifié, c'est une violation grave de la démocratie sanitaire. Dans le texte de la HAS, c'est écrit en toutes lettres que le choix des centres et puis leur pilotage devait être fait en concertation avec les médecins qui s'occupaient de Lyme sur le terrain et avec les associations de malades Lyme. Ça a été totalement mis à la poubelle. Il y a eu un représentant de France Assos Santé dans le comité de sélection. Et alors après, quand j'ai demandé mais pourquoi moi je n'ai pas été sélectionné, parce que j'avais fait un dossier, pourquoi je n'ai pas été sélectionné à Garches alors que j'avais fait un dossier, on m'a dit c'est parce que votre centre est trop proche des malades. Donc moi, on me reproche de guérir les malades, d'être trop proche d'eux. Où est la démocratie sanitaire là et on a nommé des centres. Je peux vous le dire, il y a des témoignages des associations de malades, vous le diront tout à l'heure. Les malades sont jetés comme des malpropres tous les jours. Moi, je récupère ces malades qui sont cassés quand ils sont passés dans ces centres. Voilà. Et alors, je dirais, quand j'entends mon collègue de Strasbourg dire on a besoin d'argent ou Pierre Tadevin pour faire la recherche, ils ont chacun touché 300 000 € pour leur centre de référence. Je voudrais savoir qu'ils nous disent aujourd'hui ce qu'ils ont fait concrètement pour la recherche avec cet argent, parce que moi, je ne vois aucun résultat. Parfait, merci bien. La parole est à monsieur Pierre Tadevin, professeur Tadevin. Merci Madame la Présidente. Alors c'est vrai qu'en 5 minutes, ça va être compliqué. On a été accusé de bloquer le plan Lyme, alors qu'on a toutes les étapes depuis le début. Moi, je suis président depuis 2018, avant c'était France Roblot, mais répondu présent à toutes les sollicitations pour aller dans les groupes recos, pour déposer des dossiers pour les centres de référence qui ont été évalués par des jurys sereins. Et vraiment, notre motivation à nous, c'est que ça s'améliore. Donc, je ne peux pas laisser dire qu'on a bloqué ça et on est en attente. Là, la HS doit nous reconvoquer pour faire une mise à jour des recos. On enverra des représentants, il n'y a pas de souci. On n'a jamais non plus laissé la chaise vide pour les réunions à la DGS, pour le copie de Lyme, etc. Donc, on est très impliqués. Et ça amène ma deuxième réponse. J'ai cru entendre là que quelqu'un a dit qu'on avait l'impression qu'il y avait les médecins qui avaient les mains dans le cambouis et les sociétés savantes dans leur tour d'ivoire. C'est vraiment une vision complètement fausse. On a tous des consultations. Les sociétés savantes, moi, c'est une petite partie de mon activité. Sinon, je suis dans mon service et je vois des patients. On a tous mis en place des moyens de mieux accueillir ces patients, puisqu'on a tous fait le constat qu'ils avaient besoin d'être bien accueillis. Et juste pour vous donner l'exemple de mon service, maintenant, c'est une double plage horaire. Ils ne sont jamais vus par des jeunes parce qu'on sent qu'ils ont besoin de voir quelqu'un avec un peu d'expérience en face d'eux. On ne refuse jamais une demande de consultation Lyme. On ne regarde pas du tout les tests ni quoi que ce soit. Et c'est pareil dans les autres centres de référence. Et je pense que vraiment, on a probablement vu autant de patients que les autres médecins qui sont ici. Donc on a donné une mauvaise image, c'est peut-être notre attitude, mais les sociétés savantes sont des représentants, des rhumatologues, des neurologues, des généralistes qui voient les patients. Pour ce qui est du consensus, là aussi, il y a un point vraiment important. On a un consensus complet sur la recommandation qu'on a faite en 2019 suite à la demande du directeur général de la santé. Et quand je dis consensus complet, pour faire ça de manière démocratique, on a sollicité les présidents, les représentants des spécialités médicales, rhumato, neuro, généralistes, etc., qui représentent plusieurs centaines de milliers de docteurs, et on leur a dit désigner 1 ou 2 personnes pour nous aider à faire ces recos. Donc, par exemple, on a demandé aux internistes, il ne faut pas dire que les internistes n'y étaient pas, c'était Philippe Morla qui était le président, là, qui est maintenant au ministère, et il nous a désigné 2 représentants des internistes pour assister à ces recos. Et c'est pareil pour les psychiatres, on avait un anthropologue, on avait tout le monde, et quand on a publié le texte final, on a 100% de consensus. Donc, il ne faut pas dire qu'on n'a pas de consensus, vous avez peut-être une vision biaisée par le fait que vous invitez ici 50% de représentants de la Fédération des maladies vectorielles qui doit représenter à peu près 100 docteurs et 50% des autres spécialités qui représentent plusieurs centaines de milliers de docteurs. Et dans ma région en Bretagne, il y a 2 médecins de la Fédération maladies vectorielles, il y en a un plutôt à l'ouest, l'autre plutôt à l'est, et tous les autres médecins travaillent de la même manière, avec la même façon de prendre en charge les patients. Donc il y a un consensus quasi complet, avec quelques outsiders, mais qui sont très, très surreprésentés, que ce soit dans les recos HAS ou dans cette réunion aujourd'hui. Et c'est ça qui vous donne l'impression qu'on n'est pas en consensus. Et l'autre endroit où on est parfaitement en consensus, vous pouvez regarder les recos suisses, les recos belges, les recos de la société européenne, les recos des sociétés américaines, on dit tous la même chose. Donc il n'y a pas vraiment de débat scientifique, honnêtement.
il y a une opposition entre des gens très bien organisés pour la com, pour le lobbying auprès des assos, et le reste des professions médicales qui sont tous alignés et tous favorables. Sur les recours de la HAS, on ne peut pas dire que tout le monde était d'accord, puisque personne ne les a signés à ma connaissance en disant qu'on était d'accord. Même Christian Perron a mis une petite astérisque en disant qu'il n'était pas d'accord avec la page machin, etc. Rappelez aussi que ça fait 400 pages le document final, et qu'ils avaient prévu de grader les recommandations pour donner des points de repère aux médecins, et qu'ils ont laissé tomber en cours de route. Donc on ne sait pas ce qui est un avis fort ou ce qui n'est pas un avis fort. C'est 400 pages dans lesquelles on a du mal à s'y retrouver. Donc quand on a fait les recours à la demande du DGS, on a repris ces règles de façon à avoir des messages clairs, et on a effectivement, ça a été dit par Yves Buisson, repris une grande partie de ce qui était dans la HAS. On l'a simplement simplifié, codifié pour que ce soit clair, et on a eu 100% de consensus. Donc, ne pas dire qu'il n'y a pas de consensus. Pour la collaboration avec les associations, on a tous fait au mieux dans nos centres de référence. Donc moi, par exemple, j'ai effectivement contacté Claude Rambaud de France Asso Santé pour avoir un relais auprès des associations. Et puis, bien sûr, dans chaque hôpital, il y a une commission de relations avec les usagers qui a été aussi un autre moyen de prendre la tâche avec les associations. On aurait beaucoup aimé faire plus. Il y a des centres de référence qui ont fait, mais c'est un peu difficile. Moi, j'avais un contact avec France Lyme, par exemple, mais l'été dernier, ils ont porté plainte contre moi, contre non-assistance à personne en danger, etc. Donc, ça devient difficile de travailler dans ces conditions. Donc, on a des représentants des patients, on en a tous, on en avait même dans nos recos, mais ce n'est pas ceux qui sont affiliés à la Fédération de maladies vectorielles à tiques, sinon ça se termine mal. Et pour le reste, sur la recherche, et c'est vrai que ce serait bien d'avoir un financement dédié, mais en attendant, on a tous des expériences de nos centres de référence, et plusieurs ont déjà publié, comme Besançon, La Pitié, Strasbourg, Nancy, qui racontent comment ils prennent en charge les patients et ce qui leur fait du bien. Donc on encourage nos collègues qui voient des milliers de patients de faire pareil, parce que ça fait quand même avancer la science en attendant les financements. Je ne vais pas déborder, excusez-moi. Merci bien. La parole est à Dr Raouf Ghazi. Je sais pas si... Oui, c'est bon, ça marche. Alors, tout d'abord, par rapport au test, donc, il y a le docteur Hugues Gascan là, qui va intervenir tout à l'heure, tout comme M. Alain Troutman. Ils vont aborder à la fois les tests sur diagnostic et les autres, mais également le volet recherche, puisque ce sont deux brillants immunologistes. Je ne vais pas en parler, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que M. Huntsman vient de reconnaître que les tests étaient imparfaits en France. Donc ça, c'est nouveau, puisqu'en 2018, justement, la fameuse Astérix dont M. Tatevin parle, c'était par rapport au texte fait par M. Benoît Jolac, du CNR de Strasbourg, en disant que, justement, le test Western blot et ELISA était quasiment parfait. Et nous, on avait mis une petite Astérix, justement, la fédération, pour bien préciser qu'on n'était pas d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième point sur le consensus que M. Huntsman dit au niveau national et peut-être international. Sur quoi c'est basé ? Il y a deux études au niveau protocole thérapeutique. Celle du New England qui a été publiée le 31 mars 2016, une étude hollandaise sur 280 patients. Et il y a une autre étude en fait qui est celle de Klempner en 2001. Si on regarde bien, ce sont des effectifs de patients peut-être intéressants, de l'ordre de 300 patients, 280 exactement pour celle de BRND, la toute dernière. Et ce qui est aussi intéressant par rapport aux effets secondaires des antibiotiques, on voit bien qu'il y a eu très peu d'effets secondaires malgré à peu près 3 mois de traitement antibiotique. Donc tout ça pour dire que le consensus aujourd'hui est basé sur des études limitées, y compris en termes d'effectifs et en termes d'interprétation, si on regarde bien la publication en détail. Et pour finir, deux choses. J'ai bien entendu l'histoire de la dissonance là, du côté de la Moselle avec notre confrère. Ça, c'est un quotidien. On a des fois des sérologies positives au niveau plasmatique. Nous n'avons pas de ponction lombaire qui confirme la synthèse intrathecale. Et pourtant, les patients, quand ils sont traités avec des symptômes neurologiques, évoluent bien. Donc l'histoire de dissonance ou de discordance au niveau clinico-biologique est quelque chose de parfaitement constaté au quotidien, mais qui n'a pas été mis en valeur, que ce soit par les publications scientifiques ou même lors du travail de la Haute Autorité de Santé. Donc ça, c'est un aspect très intéressant. Et dernière chose, par rapport aux associations Lyme et aux centres de référence, il y a beaucoup d'associations Lyme qui ne font pas partie de la fédération et qui n'ont pas accepté d'adhérer au centre de référence. Et ça, il faudra qu'on m'explique aussi. Merci bien. La parole est au professeur Yves Buisson. Merci, Madame la Présidente. Donc, je voudrais tout d'abord répondre à la question concernant l'incidence. Je confirme effectivement qu'en 2019, l'incidence a diminué par rapport à 2018. On est passé de 104 pour 100 000 à 78 pour 100 000.
il ne faut pas l'interpréter comme de façon ponctuelle, puisqu'il y a des fluctuations. Il est impossible de dire aussi que c'est une augmentation importante de l'incidence. Il faudra pour cela comparer de décennie à décennie. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que la maladie a plutôt tendance à s'étendre sur le territoire national. Elle était initialement localisée dans le nord-est de la France et maintenant, on la retrouve un petit peu partout. Donc, les chiffres d'incidence qui viennent de Santé publique France ne plaident pas pour une augmentation spectaculaire de l'incidence de la maladie de Lyme. Ensuite, je voudrais rappeler que la maladie de Lyme, le diagnostic repose sur 4 éléments. La notion d'une piqûre de tique, la clinique, la sérologie et la réponse au traitement antibiotique. Alors, bien entendu, plusieurs de ces éléments sont souvent manquants, ce qui ouvre la porte, bien entendu, à des assertions comme quoi la maladie de Lyme est sous-diagnostiquée, et méprisée et négligée. Alors, je voudrais citer comme une étude, on dit qu'il n'y a pas assez d'études. Il y en a quand même une qui a été publiée l'an dernier dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire et qui a été reprise dans le Clinical Infectious Disease, une étude sur 301 patients adressés pour maladie de Lyme. Et ces patients ont fait l'objet d'une enquête holistique, c'est-à-dire qu'on a tout regardé sur le plan clinique, radiologique, sérologique, antécédents, etc. On a confirmé 10% de cas de maladie de Lyme réels. 3% étaient des cas possibles. Et le reste, c'est-à-dire 87%, le diagnostic a été formellement exclu. D'autre part, il y a eu un échec au traitement présomptif par les antibiotiques chez 81% de l'ensemble de ces patients. Je crois que c'est une étude, bien entendu, il faut en faire d'autres, ce n'est pas suffisant, mais cette étude est tout de même très éloquente sur la dérive qu'il peut y avoir à vouloir rattacher absolument à la maladie de Lyme toutes sortes d'états pathologiques qui sont des états pathologiques, mais qui ne sont pas forcément liés à la maladie de Lyme. Pour ce qui concerne la sérologie, je suis moi-même microbiologiste et j'ai beaucoup pratiqué la sérologie pour toutes les maladies infectieuses. Il n'y a pas de sérologie parfaite qui donne du 100% de sensibilité et du 100% de spécificité. Ça n'existe pas, surtout dans la sérologie des maladies bactériennes, comme c'est le cas de la maladie de Lyme. Alors, on travaille effectivement sur un consensus européen, c'est le CALB, European Concerted Action on Lyme Borreliosis, qui permet donc, on travaille avec le test ELISA, et lorsque le test ELISA est positif ou douteux, on fait dans un deuxième temps une immuno-empreinte, ce qu'on appelle le Western blot, qui a une excellente spécificité, mais une moins bonne sensibilité que le test ELISA. Donc, avec ces données, on admet tout de même que dans la majorité des cas, le test répond bien, pas en phase primaire, parce qu'en phase primaire, c'est la phase où on monte les anticorps, mais en phase secondaire, en phase tertiaire de la maladie de Lyme, eh bien, on a plus de 95% de sensibilité, ce qui est quand même une bonne sérologie. Alors, aller chercher... On a fait pression sur les biologistes pour qu'ils abaissent le seuil de positivité, et ça c'est absolument intolérable. Le seuil n'a pas été décrété par les biologistes pour refuser des diagnostics de maladie de Lyme. Le seuil est fixé pour équilibrer ce qui est acceptable en faux positif et en faux négatif. Donc le seuil n'a pas à être changé. Quant au laboratoire allemand qui est parfois recommandé, cela a été dit par mon confrère, ce test n'est absolument pas validé. Pour terminer sur la recherche, quels sont les axes de recherche? Outre la recherche clinique, il faut continuer, et c'est bien évident, pour préciser la nature de ces états pathologiques chroniques qui ne sont pas obligatoirement à relier à la maladie de Lyme. Il y a le vaccin. Et effectivement, le vaccin a été évoqué. Il y a eu un vaccin qui s'appelait Limrix, qui a été abandonné pour des raisons un peu étranges aux États-Unis, alors qu'il semblait montrer de bons résultats. Il y a un nouveau vaccin qui s'appelle Valneva, qui vient de terminer sa phase 2 de développement et qui offre certains espoirs. Donc je crois que c'est dans le domaine de la vaccinologie qu'il faut aussi se tourner pour les espoirs de recherche. Merci bien. La parole est au professeur François Briquet. Merci Madame la Présidente. Bon, pour compléter un petit peu, je voudrais d'abord dire, j'ai bien entendu toutes les introductions de mesdames et messieurs les députés qui insistent sur le fait que vous êtes interpellés par nos concitoyens
considérant que, étant donné qu'ils ont un certain nombre de troubles dont on a parlé, qui sont ces troubles subjectifs, que c'est une maladie de Lyme. Et je reviens sur ce que j'avais évoqué en introduction, c'est là où, à mon sens, il y a un biais dans la discussion. Si à partir du moment où on considère, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des troubles divers et variés, que c'est une maladie de Lyme, à ce moment-là, les gens viennent vers vous en disant « Alors, que fait le corps médical? Comment se fait-il que l'on ne reconnaisse pas la maladie de Lyme dans sa forme chronique? Comment se fait-il que notre prise en charge ne soit pas satisfaisante ?» Et c'est là où, à mon avis, toute la discussion difficile naît, et que vous ayez des difficultés, je le comprends très bien. C'est appuyé par les réseaux sociaux, c'est appuyé par les médias. Les gens considèrent que si on est fatigué, si on ne peut pas travailler, si on a des douleurs partout, c'est une maladie de Lyme. Or, c'est là qu'il y a, à mon avis, une discussion majeure de diagnostic différentiel. La maladie de Lyme, encore une fois, dans sa forme normale, si je puis dire, existe, elle est bien connue et elle est illustrée par un certain nombre de faits cliniques. La nécessité, M. Mitchell l'a dit, de faire de la prévention pour essayer de lutter contre les tiques et la maladie de Lyme. Mais au-delà de ça, excusez-moi de me répéter, il faut qu'on soit très clair sur ce qui revient vraiment à la maladie de Lyme, et ce qui est d'une autre pathologie difficile à diagnostiquer et qui permettent de prendre en charge ces malades. Or, je confirme, ces malades sont pris en charge. Les services de maladies infectieuses ont des consultations remplies de ces patients qui viennent avec des problèmes et à qui il faut longuement expliquer quelle est la signification de leurs symptômes, quel est le problème éventuel d'un Lyme ou, au contraire, d'autres choses que la maladie de Lyme. Je voudrais aussi répondre sur l'étranger. D'abord, il y a une première remarque que j'aime bien faire. La maladie de Lyme, quand elle est prétendue dans sa forme chronique, est une pathologie exclusivement réservée aux pays riches. Enfin riche, en ce moment c'est difficile de parler de richesse, mais il est clair que c'est en Europe de l'Ouest, c'est aux États-Unis qu'on parle de maladie de Lyme et donc de suspicion de maladie de Lyme chronique. Ça n'est pas dans beaucoup de pays qui ont d'autres difficultés. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on nous cite l'Allemagne, et nombreux sont les malades qui ont été se faire tester en Allemagne, et on met l'Allemagne en exergue. Or, les autorités allemandes ne reconnaissent officiellement que les tests qui sont eux aussi reconnus en France et dans le reste de l'Europe et scientifiquement dans le reste du monde. Donc, c'est simplement mettre en exergue quelques laboratoires qui font de l'argent pour essayer d'attirer un certain nombre de patients et d'essayer de leur répondre comme ils le souhaitent, c'est-à-dire vers une positivité de la maladie. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, mais la recherche est aussi difficile parce que justement, chercher sur une maladie dont les limites sont inconnues, avec un polymorphisme de malades, pour arriver à faire une étude clinique correcte entre des malades dont la certitude du diagnostic est posée et un groupe, entre guillemets, placebo, c'est particulièrement difficile. Merci bien, professeur. La parole est au docteur Aed Zedon. Je vous remercie. Je reprends où ce que le professeur Bricaire a terminé. Le problème, c'est que voir la certitude d'un patient qui a la maladie du Lyme et un patient qui n'a pas la maladie du Lyme, aujourd'hui, moi, j'en connais pas trop de méthodes pour faire la différence entre les deux, surtout s'il y a une notion encore de contact avec les tiques. Moi, je reviens juste sur la notion de sérologie. Les sérologies, dans le cadre de Lyme, posent souvent des problèmes liés à la nature de la bactérie et le système immunitaire, les interactions entre les deux, qui fait des fois que l'absence des anticorps fait qu'on élimine le diagnostic. Le problème de ces situations qu'on a des sérologies négatives prive certains patients des droits de traitement et d'être envoyés dans d'autres domaines de la médecine. À mon sens, il faut faire la différence entre une sérologie et une maladie. Une sérologie, c'est juste un témoin
comme quoi il y a un contact avec la Borrelia. Or que la maladie, c'est en forme clinique. On n'a pas besoin de se baser sur la sérologie pour confirmer la maladie. C'est en plus, si on a la sérologie positive, pourquoi pas? Mais la base, c'est la clinique. On apprend à l'école de médecine, on fait la clinique. Après, on revient à des examens complémentaires. L'intérêt, c'est éliminer d'autres maladies qui peuvent ressembler à Lyme, qu'il y a ce que j'appelle fatigue chronique et apparentée, la fibromyalgie, la Lyme chronique, il y en a plein. Mais que ces patients-là ne soient à aucun moment privés d'un droit, au moins d'un traitement d'épreuve quand il y a une histoire clinique curiante, sous prétexte que la résistance aux antibiotiques va arriver. En 3 semaines d'antibiotiques, ne ferait pas de résistance. Et ça, je parle sous la condition de professeur en infectiologie. Les patients qui vont en Allemagne, j'en ai beaucoup dans ma consultation, ils vont en Allemagne par désarroi. Ils sont désespérés, ils ont essayé de tourner, ils coûtent trop cher à la sécurité sociale parce qu'elles fréquentent plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, et ils vont après en Allemagne parce qu'ici, ils ne trouvent pas de réponse en France. Il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de recherche réelle. Les budgets qui ont été budgétés pour la recherche de maladies de Lyme, malheureusement, ça a été dédié à des centres qui partent déjà de principe que Lyme chronique n'existait pas. Du coup, les études sont faites pour confirmer qu'on n'existait pas. Ce n'est pas dans l'autre sens. Et ça, c'est quelque chose de regrettable. Je ne parle pas pour défendre professeur Perron, notre médecin, mais c'est juste que ce budget soit fait dans le bon sens. Et ce n'est pas pour nier une évidence, c'est plutôt voir la réalité des choses. À mon sens, aujourd'hui, il y en a encore beaucoup de choses qui manquent dans le cadre de la maladie de Lyme. Les papiers qui sortent, qui démontrent la présence de la Borrelia sous forme biofilm, qui n'est pas la seule d'ailleurs bactérie qui est capable de le faire, c'est une épreuve scientifique, comme quoi la Borrelia persiste. La présence des réactions inflammatoires, ça induit que des symptômes cliniques existent. La Borrelia, à mon sens, c'est une bactérie qui vit comme un virus et elle se comporte comme un parasite, ou le contraire. On n'en connaît pas trop sur cette bactérie. Elle est unique. D'où, je pense aujourd'hui, c'est la recherche. Maintenant, pour tout ce qui est consensus, je laisse mes collègues, moi je n'étais pas présent, je ne peux pas vous répondre. L'incidence de la maladie augmente. Je travaille à Compiègne, je peux vous le dire. J'ai de plus en plus de flux de patients, avec des arrêtés migrants qui arrivent de plus en plus. Il y a la sensibilisation aux médecins généralistes qui permet qu'aujourd'hui, les médecins généralistes posent la question qui n'était pas le cas il y a quelques années. Les sérologies reviennent de plus en plus positives, mais les sérologies, je reviens juste sur le seuil de détection des anticorps. Qu'est-ce qu'on fait avec un patient quand on revient avec des sérologies, des traces des anticorps spécifiques à Borrelia, que le résultat c'est négatif, mais on a les traces devant les yeux. On considère c'est positif ou négatif. Ça, c'est une question que je me pose à mes chers professeurs. Tout ce qui concerne la recherche, on revient juste, il y a un test que j'aimerais bien, que pour faire l'objet de recherche, c'est ce qu'elle appelle l'ELISpot, c'est voir ce que le système immunitaire est provoqué par l'Elysia, par le Borrelia. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire un objet de recherche. De mon côté, j'ai fini. Merci bien. Notre dernier intervenant, docteur Philippe Raymond. Par rapport à l'épidémiologie, juste un mot, effectivement, on a une augmentation, mais on a surtout une augmentation du nombre de tiques. Jusqu'à présent, on considérait qu'il n'y avait pas de tiques dans le sud de la France, par exemple, et les relevés montrent qu'il y en a. On a aussi une augmentation du nombre de tiques en altitude, et avant, on disait qu'au-delà de 1500 mètres d'altitude, il n'y avait pas de morsure de tiques, ce qui est tous les gens qui sont en montagne savent maintenant que ce n'est plus vrai. Est-ce qu'elles sont plus infectées qu'avant ? Avant, nous n'avions pas les moyens techniques pour voir si ces tiques étaient infectées vraiment avec les PCR, les pyroséquençages, etc. Aujourd'hui, on n'est plus à 3 ou 4 bactéries. On a publié 38 pathogènes dans les tiques possibles. Ça, c'était juste pour le versant épidémiologique. Je confirme ce que disait Christian Perron. Nous avons travaillé à la Haute Autorité de Santé tous ensemble, là, Yves Hansmann, Christian Perron, Raouf Ghazi ici présent, plus d'autres, pendant 15 mois, c'est pas rien. On a travaillé sur un grand texte à la virgule près, on n'était pas d'accord, c'est vrai, il fallait que ce soit consensuel. Et tout avait été écrit et validé. Et au moment de la publication, quelques jours après, il n'a pas été avalisé par d'autres représentants de la SPIF qui n'avaient pas, notamment qui n'avaient pas fait partie du groupe de travail. Et on s'est vraiment posé la question, pourquoi on avait travaillé 15 mois presque main dans la main, puisque honnêtement, on avait essayé d'être consensuel. Et on devait aussi faire partie, les médecins de terrain, de ces centres de référence, ou au moins
essayer d'apporter notre savoir, notre expérience pour travailler ensemble. Nous, on n'a qu'une envie, c'est de travailler ensemble, essayer de publier. On a des budgets, on a peu de budget, mais on fait des recherches sur les PCR, sur les tests, parce qu'effectivement, les tests ne sont pas assez performants pour pouvoir juger et pour pouvoir diagnostiquer. Le diagnostic ne se fait pas que sur de la biologie, alors qu'on aimerait bien tous les médecins et les malades aimeraient bien avoir un test idéal en disant vous êtes malade parce que le test est positif, point barre. On n'aurait pas besoin de passer une heure et demie en consultation pour essayer de comprendre ce qui est arrivé au patient. Je suis désolé, il y a un certain nombre de tests, notamment faits en Allemagne, qui ne sont pas du tout validés, et je m'inscris en faux quand on dit que nous validons ces tests-là. Hein. C'était, comme disait tout à l'heure Yves Hansmann, moi, il y a plein de tests qui sont effectivement pas du tout validés. Le diagnostic, il repose pas seulement sur l'impression des patients, et c'est pas parce qu'on va avoir des patients qui vont arriver en nous disant je crois que j'ai la maladie de Lyme. Moi, sur 10 patients qui arrivent comme ça, il y en a au moins 3 où on fait un diagnostic différentiel, où ce n'est pas de la maladie de Lyme. On ne va pas traiter systématiquement tous les gens parce qu'ils pensent qu'ils ont la maladie de Lyme. Le diagnostic ne repose pas que sur la biologie, mais il repose sur 5 axes. Il y a 5 axes. Le premier, c'est l'anamnèse. Quand on s'est fait piquer par une tique, par exemple, et qu'on a déclenché après une maladie ou à la suite d'une histoire infectieuse, etc. C'est toute l'histoire de la pathologie. Le deuxième axe, c'est la présence effectivement de sérologie positive. Il y a toute l'errance médicale aussi. Il faut savoir que ces patients qui viennent nous voir, ils ont déjà traîné pendant des années, quelquefois des dizaines d'années. Mais en tout cas, nous, on ne prend jamais un patient qui n'a pas été bilanté complètement par de la médecine que l'on fait. Moi, je suis médecin traditionnel, quand on parle d'errance médicale, c'est une absence de diagnostic. On a des gens qui sont sans diagnostic, d'accord, et qui sont perdus. Le troisième volet, donc on parlait de biologie, la clinique est très importante. Et enfin, comme on l'a dit dans le cinquième axe de notre diagnostic, comme on l'a dit dans le rapport de la Haute Autorité de Santé, qui s'est appelé les recommandations de bonne pratique, c'est ce traitement d'épreuves dont on a plusieurs fois parlé. Quand des patients sont sans diagnostic, sans traitement, et qu'on suspecte qu'ils ont pu, à la suite d'une antibiotique par exemple, être en rapport avec une maladie vectorielle héliatique, eh bien, pourquoi, plutôt que les laisser chez eux ou de les envoyer effectivement en psychiatrie, entre parenthèses, nos psychiatres de notre réseau, parce qu'on n'a pas que des généralistes dans notre réseau, en ont marre des consultations qu'ils appellent les consultations poubelles. C'est pas somatique, j'ai pas trouvé votre maladie, monsieur, donc c'est psychiatrique. Et hop, on n'en parle plus, on sépare le somatique du psychiatrique, et ces psychiatres nous renvoient les gens en disant mais il n'a rien, ce personne, il n'est pas, il n'y a aucun problème psychiatrique. Et donc le traitement d'épreuves, quand ces patients, on n'a pas de solution à leur apporter, pourquoi pas faire comme l'a indiqué les recommandations de la bonne pratique, 28 jours d'un traitement d'épreuve. Si les centres de référence le faisaient, ils se rendraient compte effectivement que dans un certain nombre de cas, ça fonctionne. Pas tout le temps, on est d'accord, mais dans un certain nombre de cas, ça peut fonctionner. Et là, les patients vous diraient, oui, je vais beaucoup mieux après ces traitements. Voilà. Merci, monsieur. Il manque donc du budget pour les tests, il manque du budget pour les traitements aussi, et notamment les traitements qui sont au-delà de la médecine classique. Le Covid nous a montré qu'effectivement, on pouvait réutiliser certaines molécules ou de la phytothérapie. Ça a été publié par des grandes équipes américaines, notamment, que l'origan fonctionnait très bien sur des formes chroniques de bactéries, des formes enquistées de Lyme, de la Borrelia. Merci, docteur Raymond. Je suis d'accord avec vous, l'argent c'est toujours le nerf de la guerre, on est bien d'accord. Donc au nom de tous les commissaires aux affaires sociales, je vous remercie messieurs pour à la fois votre exposé, votre présentation, mais également toutes les réponses que vous avez pu apporter aux députés. Je me doute bien qu'en 5 minutes chrono, c'est quand même un exercice acrobatique pour répondre à toutes les questions. Aussi, messieurs, je vous invite peut-être à envoyer une petite synthèse à nos co-rapporteurs, que je remercie également. Je pense qu'elles seront les bienvenues, ces synthèses. Voilà, si vous estimez que vous n'avez pas répondu à certaines questions, n'hésitez pas en tous les cas. Encore une fois, merci beaucoup. On va suspendre là pour quelques minutes avant d'aborder la deuxième table ronde. Merci.